Ok, c'est parti. Bien, et bien écoutez, 18h30, nous allons attaquer. Merci à tous pour votre présence. Donc, nous avons à peu près une centaine de familles qui sont à distance. Cette session, elle est à la fois retransmise, mais en même temps, elle est enregistrée. Donc, une fois qu'on aura terminé les deux présentations ce soir et jeudi soir, nous fournirons un lien aux familles des élèves du lycée pour éventuellement revoir la présentation en totalité dans sa version enregistrée. Et toute la présentation que nous allons vous faire ce soir, nous allons la mettre en PDF de manière à ce que vous puissiez y accéder. Et là, du coup, ce sera par le biais du site internet. Donc, bien évidemment, vous pouvez prendre des notes. Pas forcément nécessaire de prendre des photos puisque vous aurez tous les éléments et on n'est pas non plus dans un caractère d'urgence. 18h30 pour les parents qui ont déjà assisté à des réunions secondes et premières, vous nous connaissez, nous sommes plutôt bavards, donc on va essayer de faire moins de 3 heures pour cette présentation. C'est une présentation que nous avions réservée initialement aux parents. Visiblement, il y a beaucoup d'élèves de terminale dans la salle, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'ils s'emparent de ces éléments. Pour les élèves de terminale, DS sur Parcoursup, fin de semaine prochaine, prenez des notes. Alors, cette présentation, nous allons l'aborder sur différents points. La présentation générale du dispositif, qui est les 3 étapes de Parcoursup. Une première étape, l'ouverture de la plateforme. On y passera très rapidement dessus parce que c'est une étape qui a déjà eu cours et finalement on est quasiment à la deuxième étape. Deuxième étape de formulation des vœux. Une troisième étape, pour votre information, comment sont analysés les dossiers. Et l'étape d'analyse des dossiers. Et la troisième étape qui vous concerne, les réponses qui seront faites par Parcoursup aux candidats suite à l'analyse des dossiers. Et ensuite, quels sont les modes de communication de ces réponses, quelles sont les échéances, etc. Alors, présentation générale du dispositif Parcoursup, une première étape qui a commencé le 20 décembre, qui se termine le 18 janvier, qui est en fait la mise en ligne de l'offre de formation des établissements du supérieur. Donc, tous les établissements du supérieur ont dû rentrer leur offre de formation, les renseigner avant le 20 décembre. Le 20 décembre, elles ont été mises en ligne. Bien évidemment, on est sur une étape qui n'est pas dans l'inscription des vœux Parcoursup, c'est simplement une étape d'information. Toutes les formations du supérieur sont présentes lors de cette étape. Elle est quasiment révolue, donc on y passe très rapidement. Deuxième étape, qui va démarrer 18 janvier jusqu'au 9 mars, qui va être l'étape de formulation des vœux. Les dates qui sont marquées en rouge, elles seront à retenir. Pourquoi? Parcoursup est un dispositif national. En gros, 900 000 candidats Parcoursup. Autant vous dire que si Parcoursup dit, voilà, vous avez jusqu'au 9 mars, 23h59 pour mettre votre vœu, si un élève vient voir M. Mailleux, que vous connaissez, le 10 mars en disant, j'ai oublié hier soir de mettre un vœu, autant vous dire que la plateforme qui gère 900 000 étudiants ne va pas réouvrir pour un vœu. Donc, les points qui sont en rouge sont vraiment des dates à garder en mémoire parce qu'on ne pourra pas faire une entorse par rapport à ces dates. Voilà, par conséquent, bien évidemment, prendre une marge de sécurité, ne jamais attendre le 9 mars, on y viendra, pour finaliser les vœux, se faire une petite marge. Après la mise en place des vœux, il y aura la finalisation du dossier, nous allons y revenir, qui va durer jusqu'au 6 avril, là aussi, date très importante. Ensuite, ce sera du ressort des établissements du supérieur, l'analyse des dossiers, les classements éventuels pour les formations du supérieur qui donnent lieu à des classements, toutes ne donnent pas lieu à des classements, et ensuite, la troisième étape, les réponses aux candidatures et les choix à opérer par les élèves. Première étape, très rapidement, il y avait un site, les informations vous ont été données, site www.terminal 2022-2023, dans lequel on retrouve en fait les caractéristiques, les différentes filières, etc. On ne va pas s'apesantir sur ce site dans la mesure où c'était un site qui était ouvert pour commencer à donner des informations à partir de décembre, en attendant l'ouverture de Parcoursup, 18 janvier. On est quasiment à l'ouverture, donc on va aller très rapidement sur ce site. Simplement, petite chose, il y a des choses qui ont évolué dans les offres de formation, notamment dans la présentation des offres de formation. Les offres de formation ont eu l'obligation de mettre des informations supplémentaires par rapport aux années précédentes, notamment
les critères sur lesquels les vœux, les candidatures, du moins, ou les dossiers vont être analysés, le poids des différents critères en termes de pourcentage. Est-ce que, par exemple, les notes sont très importantes? Est-ce que le comportement est très important, etc. Donc, chacune des formations du supérieur a une obligation de préciser un petit peu ces critères d'analyse des dossiers, et ça, on le retrouve dans l'ensemble des formations. Ce site vous permet, et vous allez retrouver la même chose sur le site de Parcoursup qui ouvre, vous permet aussi de rechercher des formations, à la fois par zonage géographique, par type de formation, par offre publique, offre privée, etc. C'est un système qui est quand même assez bien fait, puisque à partir du moment où on fait une recherche de formation, là en l'occurrence, je ne sais plus, c'était une classe préparatoire MPSI, donc classe préparatoire maths, physique, sciences de l'ingénieur, on tape, et on a automatiquement sur l'ensemble de la France tous les établissements qui proposent ce type de formation. On peut faire la même chose avec les IFSI, etc. Et ensuite, en allant sur chacune des entités, vous avez l'offre de formation spécifique à l'établissement avec toutes les caractéristiques de cette offre. Ça vous permet quand même de repérer au niveau géographique quelles sont les offres possibles en fonction des types de demandes et ensuite d'aller directement sur l'offre de formation. Oui, en l'occurrence, là, c'était une recherche pour une nouvelle offre de formation, MP2I, maths, physique, informatique et sciences de l'ingénieur. Du reste, c'est une offre de formation, nous avons informé qui va ouvrir dans notre établissement à partir de l'année prochaine. Et donc là, on retrouve l'ensemble des établissements qui proposent ce type de formation. Ça marche pour n'importe quelle formation, ça permet quand même d'avoir la totalité des offres proposées sur le territoire. Dans les informations contenues, alors ça, on est sur la première étape, mais bien évidemment, vous retrouvez les mêmes informations dans l'étape d'inscription des vœux. Vous avez les contenus de formation avec la présentation de la formation, avec les journées portes ouvertes, avec les frais de scolarité, etc. Donc, toutes ces informations qui sont des informations à la fois sur le contenu et puis sur l'établissement en lui-même et ces journées portes ouvertes, ce qui est quand même assez important. Les frais de scolarité, je vous invite quand même à regarder parce que des fois, on peut être tenté par des formations, mais ne pas forcément savoir quels sont ces types de formations. Tiens, j'ai pris un exemple, un programme bachelor de Grenoble École Management, donc il y a l'école de commerce de Grenoble. Vous savez que maintenant les écoles de commerce proposent des programmes bachelor, donc Bac plus 3, donc ouverture dès le baccalauréat. Là, on a les frais de formation, vous ne les voyez pas forcément très bien, mais c'est de l'ordre des 11 000 € à peu près l'année. Donc ça donne quand même des indications par rapport au coût des formations. Est-ce que c'est du public, est-ce que c'est du privé, et quels sont les coûts par rapport à ça. La grille d'analyse des candidatures, alors là c'est quelque chose qui, je vous l'ai évoqué, qui a demandé une petite précision au niveau des établissements. Jusque l'année dernière, il nous était simplement demandé en tant qu'établissement du supérieur de préciser quels étaient les critères d'analyse des dossiers. Cette année, il nous a été demandé d'aller un petit peu plus loin en déterminant pour chacun de ces critères quel était le poids dans les dossiers sur une base de 100%. Si je prends cette filière, c'est MPSI Annecy. De mémoire, je crois qu'au niveau des résultats scolaires, on était à peu près à 70%, méthode de travail 20%, etc., etc. Donc ça permet quand même pour tous les étudiants et étudiantes de lycée de voir un petit peu quels sont les critères d'analyse des candidatures faits par chacun des établissements, à savoir que ces critères d'analyse sont propres à chacun des établissements. Il n'y a pas une norme nationale qui dirait pour telle formation présente dans tous les établissements de France et de Navarre, par exemple, qui a des classes préparatoires, tous les établissements doivent automatiquement analyser les dossiers de la même manière. Chaque analyse des dossiers est spécifique à chaque établissement. On a aussi les attendus nationaux sur la formation, les attendus complémentaires. Vous avez certaines formations très spécifiques pour lesquelles il peut y avoir au niveau d'un établissement des attendus particuliers. On prend un exemple avec une formation dans le domaine artistique. Cette formation au niveau national a ses attendus. Par contre, dans tel établissement qui a une spécificité, je ne sais pas, sur cinéma audiovisuel, il est attendu spécifiquement dans l'établissement une connaissance de la culture audiovisuelle, etc. Voilà, ce sont des petites précisions qui peuvent être mises en place pour chacun des établissements. Autre élément d'information qui est mis à votre disposition dès que je retrouverai ma souris, c'est bien d'avoir 4 écrans, mais il n'y a pas 4 mains et 4 cerveaux.
Voilà, ok. Autre élément qui est mis à votre disposition, ce sont les chiffres de l'année précédente. C'est un élément qui est très important. Si je vous dis, par exemple, voilà, vous avez un élément de candidature, ça c'était quoi? Ah oui, MPSI chimique, donc classe préparatoire, maths physique, sciences de l'ingénieur, lycée Berthollet, 1770 vœux obtenus, enfin 1770 dossiers de candidature classés l'année dernière. Est-ce que ça veut dire si on a 100 places, il n'y a que les 100 premiers? Pas forcément. Il faut voir à l'intérieur de ces chiffres, finalement, jusqu'à quel niveau de chiffre le dernier candidat a été admis. Je prends un exemple, dans les formations contingentées, vous avez un élève qui fait des vœux de candidature dans 3 établissements différents. Il est évident que s'il a une offre de places dans chacun des 3 établissements, ben, il va libérer 2 places. Donc son rang, qui était peut-être premier dans les 3, le premier restera pour une. Par contre, ça diminuera en fait d'autant les rangs pour les autres. Donc on peut très bien avoir des formations avec 100 places pour 1700 vœux. Ce n'est pas pour autant que seuls les 100 premiers auront une place dans l'établissement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va vous permettre aussi, et là on en sera sur la phase de proposition de candidature, quand ce Parcoursup va proposer des places, ce qui sera intéressant, mais on y viendra après quand on sera en liste d'attente, c'est de voir quelle est sa position en liste d'attente par rapport à la position du dernier admis l'année précédente. Je prends un exemple, il y a un PSI, 1700 dossiers, le dernier admis a été classé 1400e. Si Parcoursup me dit, fin mai, début juin, on y reviendra après, vous êtes en liste d'attente, vous êtes 800e, ok. 800e, l'année dernière, nous sommes montés jusqu'à 1400. Donc, 800e par rapport à 100 places, on pourrait se dire, terminé, on n'aura pas la place. Sauf que l'année dernière, le rang a été monté beaucoup plus haut. Donc, ça laissera des perspectives. Mais ça, on viendra après. Ce sont des chiffres clés qui sont assez intéressants. Vous avez aussi, ce sont ces notions de J+1, J+10, etc. Quelles sont les places qui ont été bloquées par les élèves en fonction de l'avancée de Parcoursup? À partir du moment où Parcoursup donne ses réponses, on pourrait dire dans une formation, le jour de la réponse de Parcoursup, toutes les places ont été prises. Vous avez notre formation, le jour de la réponse, certaines places ont été prises, mais uniquement en attente. Donc, il reste encore de la place au fur et à mesure. Quand on prend cet exemple-là, ça veut dire que 30 jours après l'ouverture de Parcoursup, on a encore des candidats qui ont pu s'inscrire. Parce que, par le jeu des listes d'attente, etc., qui se discriminent dans le temps. Voilà. Donc, ça vous donne des petites indications sur l'année précédente qui sont quand même à prendre en considération et qui permettent un petit peu de pondérer. Quand je vous ai dit tout à l'heure, 100 places, 1700 dossiers, ok, ça va être très compliqué. 100 places, 1700 dossiers, le dernier a mis 1400. On voit que ce n'est pas tout à fait le même ratio. Donc voilà un élément d'information, ça vous retrouvez donc sur Parcoursup. Et puis quelques contacts, concernant référent handicap, contacts référents pédagogiques sur la formation avec une adresse mail qui permet à un candidat de poser une question directement au responsable de la formation. En l'occurrence, si on prend la classe MPSI chez nous, contact référent pédagogique, c'est un professeur de classe préparatoire du lycée Berthollet. Et si un élève veut poser une question, durant la phase Parcoursup, durant l'inscription des vœux, il peut poser la question directement à cet enseignant et puis avoir une réponse autant que faire se peut. Donc, différentes informations qui sont présentes sur les fiches Parcoursup, sur chacune des fiches des formations. Ah ouais, elles le resteront jusqu'à la fin ou il faut anticiper, elles disparaissent à un moment donné? Alors, elles resteront normalement jusqu'à la fin. Du reste, elles étaient présentes encore jusqu'en décembre sur les fiches de l'année dernière. Ensuite, elles ont été mises à jour. D'accord? Pas forcément la peine de faire une capture d'écran. Mais ça peut rassurer quand même, on ne sait jamais. Mais normalement, on les a toujours à disposition. Pour les personnes qui sont à distance, nous n'avons pas mis votre micro ouvert parce que le retour son risque d'être difficile. Par contre, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser par écrit sur le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. Et puis pour les personnes dans la salle, bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. Donc ça, c'était la première étape, mais finalement qui est commune avec la deuxième, puisqu'on est déjà sur la phase de préparation. 18 janvier. 18 janvier, ouverture du site Parcoursup pour les inscriptions sur la formulation des vœux. Vous voyez qu'on met beaucoup de rouge.
Cette étape va se dérouler du 18 janvier jusqu'au 9 mars, 23h59. À partir du 10 mars, attention, impossible d'inscrire de nouveaux vœux. Donc, ce que l'on dit bien à nos étudiants de lycée, et les élèves de terminale, entendez-les bien, il vaut mieux, dans un premier temps, faire le maximum d'inscriptions de vœux, même si vous êtes dans l'incertitude. Ce n'est pas grave. Si on vous propose une place après, que finalement vous ne voulez pas parce que votre projet a évolué, à la limite, vous ne prendrez pas la place. Mais il vaut mieux ça plutôt que de se dire le 12 ou le 13 mars, finalement, il y a ça qui m'aurait intéressé ou j'aurais bien aimé mettre ce vœu supplémentaire. Donc vraiment, 18 janvier, 9 mars, et bien évidemment anticiper un petit peu, n'hésitez pas à formuler des vœux et formuler des vœux très larges. On verra sur la notion de vœux, nombre de vœux et nombre de sous-vœux. Petit rappel, hein, on a déjà eu quand même des situations où sur les 900 000 élèves de terminale, nous en avions à peu près 100 000 qui, le 9 mars, donc le dernier jour de Parcoursup, ont voulu finalement finaliser leur vœu, s'inscrire dessus. Bon, les serveurs de l'éducation nationale sont ce qu'ils sont, ce ne sont pas les serveurs des GAFA. Donc, à un moment donné, prévoir un petit peu en avance de phase et ne pas attendre le dernier moment. Ce serait un peu dommage de se retrouver bloqué le 9 mars à 23h pour inscrire son dernier vœu parce que le serveur, à un moment donné, pose problème ou parce que vous avez une panne d'électricité chez vous. Donc, voilà, anticipez toujours un petit peu sur ces éléments. À partir du 10 mars jusqu'au 6 avril, vos vœux seront inscrits. Vos vœux seront inscrits. Par contre, donc vous ne pourrez plus en formuler de nouveau. Par contre, ils ne sont pas encore finalisés. Vous allez avoir la finalisation des dossiers à réaliser et la confirmation des vœux. Cette finalisation des dossiers, on va voir. Vous allez avoir, les élèves, vous allez avoir des éléments à ajouter sur vos dossiers. Et nous, de notre côté, au niveau établissement, nous allons avoir des éléments à ajouter sur nos dossiers. Et il faudra confirmer ces vœux. Un vœu qui a été formulé avant le 9 mars, mais qui n'est pas confirmé avant le 6 avril, enfin, du moins le 7 avril, ne sera pas pris en compte. Et même si vous avez une capture d'écran en disant non, mais le vœu, je l'ai bien fait avant le 9 mars, s'il n'est pas confirmé avant le 6 avril, du moins le 7 avril, il ne sera pas pris en considération. Donc là encore, bien faire attention à ces dates et ces échéances. Pour s'inscrire, une adresse mail valide à consulter régulièrement. C'est l'adresse mail sur laquelle vous allez avoir les élèves, les informations, les parents aussi. Pour votre information aussi, cette adresse mail, essayez, et là je parle aux élèves et les parents, bien évidemment, vous relirez cette information, essayez de prendre une adresse mail qui ne soit pas spécifique à votre année de terminale. Parce que quand vous serez en première année post-bac, si la formation que vous aurez choisie l'année prochaine ne vous plaît pas pour une raison X, Y ou Z, vous aurez la possibilité de nouveau de faire des vœux dans Parcoursup pour éventuellement demander une autre formation. Et là, Parcoursup va se rebaser sur votre INE, votre numéro national identifiant, et sur votre adresse mail. Donc, prenez une adresse mail que vous n'allez pas supprimer pendant l'été, ce serait un petit peu dommage pour la suite. Renseignez un numéro de portable, parce que dans la phase de retour des informations, la phase avec les réponses, vous allez avoir des alertes qui pourront vous être envoyées par SMS sur vos téléphones portables. Pour les parents, vous pouvez aussi renseigner vos numéros de portable. Ce qui est pas mal. Parce que quand on va arriver sur la phase de réponse, vous allez voir qu'il va y avoir des délais de réponse qui parfois vont durer 3 jours, 2 jours, et qu'il faudra impérativement répondre durant ces 2 journées. Sinon, bien évidemment, Parcoursup va continuer. Parcoursup est assez bien fait, il renvoie systématiquement des alertes. Si jamais il voit que vous n'avez pas répondu avant l'échéance, il va vous relancer par tous les moyens qu'il aura à disposition, que la plateforme aura à disposition. Et ces moyens, c'est ceux que vous allez renseigner, vos numéros de téléphone portable, vos adresses mail, de manière à avoir les mêmes alertes que vos enfants. Bien évidemment, vos enfants sont extrêmement sérieux, ils vont être constamment dessus. Le contrôle n'excluant pas la confiance, c'est quand même pas mal d'avoir ce petit élément. La formulation des vœux. Alors, la formulation des vœux, première chose, les vœux ne sont pas classés. Pour les parents qui avaient des enfants avant Parcoursup, dans l'ancienne mouture APD, il y avait un classement des vœux à faire au départ. En premier, je souhaite ça, en deuxième, je souhaite ça, etc.
La mise en place de la plateforme Parcoursup il y a quelques années a supprimé cette notion de vœux. Donc, les vœux que vous allez intégrer, les vœux que vos enfants, et là je vais parler aux parents, les vœux que vos enfants vont intégrer, ils ne seront pas classés. Ça veut dire que les établissements qui vont recevoir les dossiers, ne connaissent pas quels sont les autres vœux réalisés par le candidat, et 2, ne connaissent pas quelle est la position du vœu de leur établissement parmi l'ensemble des vœux. C'est une question que l'on a eue très souvent, parce que, admettons, un étudiant fait une demande de classe préparatoire économique à Berthollet, une classe préparatoire économique à Champollion. Nous adorons nos amis de Champollion, mais on pourrait se dire, finalement, quand on va analyser les dossiers, si on voit que le candidat a fait deux demandes, peut-être que, voilà, on va peut-être déclasser un peu son dossier parce qu'il a fait une demande ailleurs, etc. En fait, on n'a aucun moyen de le savoir. Établissement du supérieur, on n'a aucun moyen de le savoir. On ne sait pas quel est l'ordre du vœu, puisqu'il n'est pas inscrit, et on ne sait pas quels sont les autres vœux réalisés par l'élève, ce qui garantit quand même une neutralité dans le classement des dossiers. La formulation des vœux, vous allez la faire pour des formations sélectives et non sélectives, donc formations sélectives qui ont un certain nombre de places, non sélectives qui sont complètement ouvertes, sans notion de place. Et là, toute l'analyse et le classement, bien évidemment, seront plutôt sur des formations sélectives, mais pas sur des formations non sélectives. Chaque élève peut faire 10 vœux sous statut étudiant et 10 vœux sous statut d'apprenti. Vous savez qu'il y a des formations post-bac qui sont en système d'alternance. Donc, un étudiant de lycée peut très bien faire 10 vœux étudiants, donc formation initiale, 10 vœux sous statut apprentissage, qui fait 20 vœux au total. La notion de vœux multiples, parce qu'on pourrait se dire, finalement, je reprendrai l'exemple de la classe préparatoire. Je suis désolé, je vais beaucoup parler de classe préparatoire, pour une simple et bonne raison, c'est que comme nous sommes support de classe préparatoire, on connaît très bien le fonctionnement, l'analyse des dossiers, mais on pourrait faire la même chose avec d'autres formations contingentées. La notion de vœux multiples. Un étudiant qui demande une classe préparatoire lycée Berthollet, économique lycée Berthollet. Il demande aussi une classe préparatoire économique lycée Champollion. On pourrait se dire, finalement, ça fait 2 vœux. Mais en fait, c'est la même formation qu'il demande. Du coup, c'est un seul vœu. Et à l'intérieur de ce vœu, classe préparatoire économique, il demande dans 2 établissements. Et là, ces 2 établissements, ce seront des sous-vœux. Donc, un élève peut très bien demander une formation en classe préparatoire économique, une formation en classe préparatoire scientifique, une formation école d'ingénieur, admission post-bac, une formation en école de commerce. Chaque fois, ce sera un seul vœu. Et à l'intérieur, en fonction des établissements demandés, ce seront des sous-vœux. Donc, ça démultiplie quand même la notion de vœux possibles. Si on reste sur le premier item en disant « Oh là là, il n'y a que 10 vœux possibles, c'est quand même assez peu par rapport aux élèves », en fait, non, c'est 10 vœux de filière. En règle générale, on a rarement des élèves de terminale qui demandent 10 vœux de formation assez différentes les unes des autres. Généralement, 3, 4, 5, voire 6, c'est déjà bien. Ensuite, c'est un petit peu du sous-bourrage. Les mineurs, par exemple, quand on a des formations avec des mineurs sur certaines options, est-ce que c'est considéré comme un début? Qu'est-ce que vous appelez une formation avec des mineurs? Un exemple, j'ai... Les LAS et les PASS. Une licence cinéma, avec mineurs arts et médias, par exemple, une licence cinéma mineur anglais, ça fait 2 vœux. Là, il faut regarder sur l'université. Ouais. À partir du moment où vous faites une candidature, sachez que de toute façon, au démarrage, jusqu'au 9 mars, vous pouvez très bien faire une simulation et ensuite enlever votre vœu. D'accord? Voilà. Donc, vous regardez et automatiquement, vous verrez à côté. Parce que là, on est vraiment sur des formations qui ont des spécificités. Est-ce que au niveau universitaire, pour les filières de licence et entre guillemets, les mineurs et les majeurs, c'est considéré comme un vœu et des sous-vœux ou comme des vœux différents? Là, je ne possède pas. Il y a tellement d'exemples possibles que je ne pourrais pas vous donner une réponse. Mais par contre, vous pouvez faire le test et vous verrez tout de suite s'il se discrimine en nombre de vœux restants ou en nombre de sous-vœux. Madame, je crois, et puis... Donc, c'était justement par rapport aux universités. J'avais entendu dire que pour les universités, on ne peut pas mettre de sous-vœux. Par exemple, si on met université de droit et puis on choisit, je ne sais pas moi, Grenoble, Chambéry, ça fait 2 vœux, ça ne fait pas 2 sous-vœux. J'y viendrai après sur les universités. Donc, Grenoble, Chambéry. Alors, Grenoble, Chambéry, je pense que ça doit être la même chose, si à partir du moment où c'est la même filière universitaire. Par contre, si c'est Grenoble et Lyon, là, on est sur une différence. Je viendrai après sur la notion de zonage géographique. Là encore,
Faites des simulations à partir du 18 janvier, vous essayez, vous regardez ce que ça donne. Comment? Le simulateur, ça sera le 23 janvier. Le 23 janvier? Bon, voilà, le 23 janvier, mais bon, 23 janvier, 9 mars. Le simulateur qui sera mis à disposition, vous pourrez rentrer toutes les stratégies que vous souhaitez appliquer et avoir les réponses correspondantes. Alors, une question, et si on veut postuler à plus de 10 prépas HEC, comment vous dire? À un moment donné, voilà, il faut quand même faire un petit peu des choix. C'est-à-dire que vous prenez la même filière et vous dites, ben voilà, je veux faire prépa HEC, donc c'est les prépa éco, ou prépa sciences, et puis je veux la faire établissement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, en règle générale, quand on choisit bien ces établissements avec l'appui des enseignants, puisque les enseignants connaissent aussi le niveau des établissements. Je prends l'exemple, vous parlez de prépa HEC. Si vous me dites, voilà, je suis un élève, on va dire relativement moyen, je veux demander 10 prépas économiques et je veux demander Henri IV, Louis le Grand, Stanislas, Ginette, enfin bref, le top 5, alors que j'ai un dossier peut-être moyen, peut-être qu'à un moment donné, voilà, il va falloir faire un choix un peu stratégique. Voilà, peut-être demander quelques prépas peut-être très exigeantes en termes de ratio, nombre de places, nombre de candidatures, et peut-être aussi discriminer vers d'autres classes préparatoires avec peut-être des niveaux d'entrée un petit peu moindres. Donc là, il y aura un choix à réaliser. Mais pour répondre directement à la question, non, on ne peut pas faire plus de 10 sous-vœux pour la même formation. Combien peut-on faire de sous-vœux? On va y venir. Un même vœu peut comporter jusqu'à 10 sous-vœux. Donc là, on a expliqué. Un sous-vœu pour une localisation géographique. Le nombre total de sous-vœux est limité à 20. Et ça, c'est toute filière confondue. On peut prendre un vœu classe préparatoire économique. Derrière, je fais 3 sous-vœux. Un vœu classe préparatoire scientifique. Derrière, je fais 4 sous-vœux, 4 établissements différents. Un vœu classe préparatoire littéraire. Derrière, je fais 5 ou 6 sous-vœux. Et on additionne le nombre de sous-vœux. On a 3 vœux, on est en dessous des 10. Et on a 5, 6 et 4, donc on a 15 sous-vœux, on est en dessous des 20. Donc il y aura une combinaison d'affaires entre le nombre de vœux et le nombre de sous-vœux. Si on veut aller jusqu'au maximum, on peut dire une formation, un vœu, 10 sous-vœux, ça fait déjà 11 candidatures. Une autre formation, un deuxième vœu, 10 sous-vœux, ça fait 20 candidatures. Il me reste encore 8 vœux derrière. Donc ça fait 28 candidatures potentielles. Au total, vous pouvez avoir la possibilité de faire 28 candidatures, il me semble. Voilà. Autant vous dire, comme on l'a dit tout à l'heure, 28 candidatures différentes. Clairement, on travaille quand même suffisamment en amont et vos enfants sont quand même un petit peu plus précis par rapport à ça. On a rarement eu des élèves qui sont venus nous voir en disant « je ne sais absolument pas quoi, j'ai trop de vœux à ma disposition ». Il y a une discrimination quand même qui se fait petit à petit. Certaines des formations ne sont pas limitées en nombre de sous-vœux. Alors, c'est le cas de certaines formations. Alors là, bon, ce sont des exemples, vous les retrouverez sur la présentation que je mettrai. Ah oui, une petite chose aussi, dans les propositions avec internat et sans internat, avec internat, sans internat, ça compte comme un seul sous-vœu. D'accord? Donc la notion d'internat ne rajoute pas en fait un sous-vœu supplémentaire. Je demande une formation classe préparatoire lycée Berthollet par exemple, un sous-vœu lycée Berthollet, que ce soit avec internat ou sans internat, même si je mets les deux, ça ne comptera qu'un seul sous-vœu. D'accord? La notion d'internat ou d'absence d'internat ne compte pas comme un vœu. Pour PCSI, même chose. Voilà. Là, c'était un exemple, vous voyez un petit peu l'ensemble. Là, on est sur un élève plutôt scientifique, il demande 2 classes préparatoires, il demande un BUT, il demande une licence. Donc, on voit que le spectre de demande est extrêmement large, de formations plutôt sélectives à des formations non contingentées. Licence physique-chimie, c'est une formation non contingentée. Ça veut dire que là, un élève qui est scientifique, du moins avec une vocation plutôt études scientifiques et qui veut ouvrir un petit peu le champ des possibles, assurément, il aura une proposition. Parce que même si à un moment donné, dans les classements, il n'est pas retenu sur les formations sélectives, on retrouve quand même un vœu qu'on appelle un vœu de repli, qui est un vœu en licence universitaire, qui là est un vœu non sélectif.
C'est-à-dire que là, on est assuré d'avoir une proposition Parcoursup. Pas forcément la proposition rêvée, souhaitée, tout va dépendre de l'analyse du dossier, mais en tout cas, il y aura une proposition. Et vous voyez que malgré l'ensemble de ces propositions, enfin de ces demandes qui sont faites, il reste encore des vœux quand on fait ce type de simulation. Donc pour vous dire qu'on est assez large en ce qui concerne les vœux. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question sur les prépas HEC, donc les prépas économiques générales. Pour les élèves qui sont intéressés, pour votre information, il y a au sein de ces classes préparatoires 4 combinaisons d'enseignement possibles. Donc sur Parcoursup, on pourra candidater pour 1, 2, 3 ou 4 combinaisons. Quel que soit le nombre de combinaisons, cela comptera comme un seul sous-vœu, à partir du moment où c'est demandé dans le même établissement. Ce type de combinaison, lycée Berthollet, on en propose les 4 combinaisons de classes préparatoires économiques au lycée Berthollet. Si un élève candidate au lycée Berthollet dans chacune de ces combinaisons, pour lui, ça ne lui comptera pas 4 sous-vœux, mais un seul vœu, un seul sous-vœu. Donc là encore, ça augmente le champ des possibles. Excusez-moi. Oui, pardon. Vous pouvez éclaircir ça, parce que c'est pas clair dans mon esprit et ça contredit certaines choses que j'ai entendues. Donc, c'est-à-dire que si on fait prépa, ECG, maths approfondie, éco, ça c'est un vœu. Un sous-vœu. Enfin, ça c'est un vœu. Alors attention, prépa ECG. Le vœu, c'est filière ECG. Voilà, prépa ECG, c'est un vœu. Ouais. Vous demandez à Berthollet. Il faut le Bien sûr. localiser. Donc là, ça va être un sous-vœu. Donc un vœu, un sous-vœu. D'accord? Maintenant, dans ce sous-vœu à Berthollet, vous avez la possibilité de demander les 4 combinaisons. Elles D'accord. font partie de ce sous-vœu. Donc ça veut dire, parce que Berthollet est formidable, mais il y a d'autres lycées que Berthollet. Donc, Je n'en parle pas. Mais bon, je vais répondre et quand donc ça même. veut dire que comme vous dites qu'on a une unité à 10 sous-vœux, donc en réalité ça veut dire 40 choix. Admettons, Bah, on a 10 établissements. voilà, tout à fait. C'est une spécificité de ECG suite à la réforme. D'accord. Avant, c'était Mais on pas s'en est comme bien ça. d'accord, ça fait 40 choix. Maintenant, Ouais. la réforme aboutit à ce que, ouais, là, il y a une exception. Voilà. Puisqu'on peut faire 4 parcours différents dans la même filière. Et pour répondre à madame, Chambéry et Grenoble, c'est 2 universités différentes. Oui, tout à fait. USMB et c'est 2 choix. Voilà, USMB et UGA, ce sont 2 universités différentes. L'Académie de Grenoble possède 2 supports d'université, l'USMB, l'Université Savoie-Mont-Blanc, et UGA, l'Université de Grenoble. À Lyon, vous avez Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, etc. plusieurs universités généralistes et plusieurs universités de médecine aussi. Ce n'est pas le cas, pas propre à l'académie. Dans le cas spécifique ECG, pour reprendre un petit peu cet exemple, quasiment 80% des dossiers de candidature font des vœux dans l'ensemble des combinaisons. Les candidatures sont placées dans l'ensemble des combinaisons et puis ensuite, ça laisse à l'étudiant le choix en fonction des retours, des classements dans chacune des combinaisons et de ses appétences. Peut-être avec une seule réserve pour maths approfondie. Ceux qui vont candidater en maths approfondie, ils seront obligés d'avoir suivi un enseignement de spécialité quand même dédié. Ce qui n'est pas le cas pour maths appliquées. Donc, pour maths approfondie, il y a quand même une petite restriction. Certaines formations ne sont pas limitées en sous-vœux, les IEP, sciences politiques. Les IEP, en fait, il y a 2 grandes, on va dire, familles d'IEP, Paris et Aix-Concours. Donc certains, Strasbourg, Aix-en-Provence d'un côté, Paris, Grenoble de l'autre. En fait, à partir du moment où on candidate dans un de ces 2 entre guillemets, campus, quelle que soit la situation géographique, c'est un seul vœu. Et ensuite, à l'intérieur, si je suis pris sur ce consortium, par exemple Paris, etc., je souhaiterais plutôt Paris, en deuxième Lyon, etc. Mais ça, ce sera après. Dans un premier temps, c'est un seul vœu, quels que soient les UP. On a aussi des réseaux d'écoles d'ingénieurs, le groupe Polytech, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs post-bac, où là, en fait, c'est un réseau de différentes écoles qui sont en France et sont des écoles qui sont associées à des universités. Quand on passe, parce que c'est un système de concours pour le coup, c'est pas simplement les dossiers, c'est un système de concours visiblement qu'ils mettent en place. Et quand on passe au concours pour intégrer le réseau. Et ensuite, en fonction de son rang, on choisira l'école à l'intérieur. Et là, c'est un seul vœu pour l'ensemble. Excusez-moi, merci pour la fois d'avant. Et vous avez dit, monsieur, que le simulateur serait ouvert à partir du 23 janvier. Ouais, 23 janvier, ouais. Alors, si on veut faire un vœu droit et ensuite une double licence droit philosophie, c'est une question qui est posée.
À mon avis, ça va être effectivement 2 vœux, puisque ce sont 2 formations différentes. Voilà, droit d'un côté, double cursus universitaire de l'autre. On est sur 2 formations différentes, même si elles ont des éléments en commun. Mais pour nous, ça va faire 2 vœux. Là, ce sera à regarder sur le simulateur. On est toujours sur la formulation des vœux. La notion de secteur géographique, je l'ai évoquée tout à l'heure, madame, quand on a parlé de Grenoble et de Lyon. Bien. Pour les formations non sélectives, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'à l'image des établissements publics, les universités publiques, depuis quelques années, mettent une préférence sur la zone géographique d'appartenance. Il est logique, et on peut le comprendre, que l'université de Grenoble accepte des étudiants qui sont plutôt de l'Académie de Grenoble, l'université de Lyon, les universités de Lyon, plutôt l'Académie de Lyon. Si jamais on laisse complètement ouvert, admettons par exemple que l'université de Grenoble soit extrêmement réputée, ben on pourrait avoir l'université de Grenoble qui n'accueillerait que des élèves qui viendraient de l'extérieur, ce qui fait que les élèves grenoblois risquent de ne plus avoir de place à l'université de Grenoble, alors qu'en fait ils font partie de la zone géographique. Donc depuis quelques années, il y a cette préférence géographique qui s'est mise, et ce n'est pas par rapport au baccalauréat, c'est par rapport au lieu d'habitation des responsables légaux. C'est le lieu d'habitation des responsables légaux qui détermine la sécurisation géographique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas candidater. Les recteurs de chacune des académies, qui sont aussi chanceliers des universités, déterminent pour chaque université des quotas réservés aux étudiants hors académie. Donc, on prend l'université de Grenoble par exemple, on pourrait très bien avoir dans telle formation 85% des places réservées aux élèves de l'Académie de Grenoble, 15% ouvertes sur dérogation aux étudiants d'autres académies. C'est une possibilité. Bien évidemment, on n'est pas sur des gros volumes. Les gros volumes, c'est essentiellement les volumes de l'académie. Oui. Est-ce que c'est le cas aussi si une formation est proposée nulle part ailleurs, entre guillemets? Non. Par exemple, un BUT sur Lyon qui est proposé. Formation sélective. Attention, on est dans le cas des formations non sélectives. Une formation élective, un BUT, c'est une formation élective. On a tant de places et on ne pourra fournir que tant de places. D'accord? CPGE, c'est une formation sélective. Les IFSI, les écoles de soins infirmiers, sont des formations sélectives. Les formations sélectives, il n'y a aucune contrainte géographique. Vous pouvez candidater, pour prendre les exemples des classes préparatoires qui sont des formations sélectives, vous pouvez candidater dans n'importe quelle classe préparatoire de France et de Navarre, votre dossier sera analysé de la même manière. Vous voulez candidater au lycée Fédère de Lille, au lycée Thiers de Marseille, au lycée Montaigne de Bordeaux, vous pouvez candidater, vous aurez les mêmes chances qu'un Bordelais, qu'un Lillois ou qu'un Marseillais. Par contre, pour les formations non sélectives, qui ont vocation d'accueillir en fait tous les étudiants qui le demandent, vous comprenez bien que là, on se retrouve sur cette problématique de zone géographique. C'est pour ça qu'on parle bien de zonage géographique pour les formations non sélectives, et ça n'existe pas, ce zonage géographique pour les formations sélectives. Les doubles licences, alors, exception, pour reprendre quand même votre exemple, parce que vous avez évoqué la notion d'un BUT qui n'existe pas à un endroit. BUT, formation sélective, donc on peut candidater. Par contre, il peut y avoir des filières universitaires qui ne sont pas forcément présentes dans l'académie. Exemple, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, l'université Lyon 3 de Lyon, qui va proposer une filière universitaire très spécifique, littérature anglaise du XIIe siècle. Ça n'existe pas sur l'Académie de Grenoble. À ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de zonage géographique. D'accord? Monsieur? Oui. Sur quels sont les critères de dérogation, ces 15% qui seraient admis hors académie? Quels sont les critères d'analyse? Oui. Je ne connais pas. C'est marqué sur les universités. Comme je vous l'ai indiqué, hein, les critères d'analyse des dossiers, que ce soit pour les formations universitaires, etc., c'est vraiment spécifique à chaque établissement du supérieur. Si vous me demandez quels vont être les critères qui vont servir de cadre d'analyse à Lyon, à Grenoble, à Besançon ou à Dijon, je ne saurais vous le dire. Par contre, normalement, ça doit être intégré dans la fiche Parcoursup que vous avez vue. Au moins que vous pouvez d'ores et déjà voir. Vous pouvez penser décemment que ces places qui sont réservées aux étudiants extérieurs à l'académie, ils vont prendre les bons étudiants. Donc,
fatalement, il faudra plutôt avoir un bon dossier si on est dans cette situation. Alors, j'ai une question. Quand les responsables légaux vivent à l'étranger, quelle adresse mettre? Alors, de toute façon, enfin, à partir du moment où vous êtes à Berthollet, ça veut dire que vous avez une adresse du secteur de Berthollet. Logique. Et oui. Donc, voilà, quelle adresse mettre? Ni plus ni moins que l'adresse qui est actuellement présente, puisque le lycée Berthollet n'accepte pas d'élèves sur dérogation, ou alors dérogation très limitée. On en a très peu. L'année dernière, on avait un élève en seconde. Cette année, on en avait 10 sur 520. Donc, ça veut dire que vous tous ici présents, vous faites partie du secteur de Berthollet. Donc, l'adresse, elle est non seulement en France, mais en plus, elle est à ici sur le secteur. Donc, voilà, quelle adresse mettre? C'est l'adresse qui est présente dans la base. Une chose, attention, l'adresse Parcoursup ne va pas vous demander d'adresse. Nous remontons les informations concernant les élèves, les informations administratives des élèves, nous les remontons à Parcoursup. Donc, ce qui va remonter concernant vos enfants, c'est ce qui est actuellement dans notre base du lycée. Vous n'aurez pas la possibilité de dire à Parcoursup, en fait, je vous explique. L'année prochaine, j'aimerais bien Lyon, donc finalement, je vais peut-être me mettre une adresse sur Lyon parce que j'ai une connaissance. Non, ça ne marche pas comme ça, ce qui est logique, sinon on contournerait très facilement ce système de règlement. Ceci étant, on vous demandez à indiquer une autre adresse. Et ne vous y trompez pas. Les établissements sont pas dupes. Quand vous obtenez votre bac au lycée Berthollet dans l'académie de Grenoble, c'est que, a priori, vous êtes résident, sur Annecy. Alors, nous, quand on nous le demande, puisque vous pouvez le faire, on changera l'adresse quand c'est recevable. Maintenant, ne pensez pas que ça va avoir un caractère automatique auprès de l'établissement que vous allez demander. La meilleure chance d'avoir une place sur des formations non sélectives dans une autre académie, c'est qu'elle n'existe pas dans votre académie d'origine, sincèrement. Alors après, reste le problème des parents séparés. Ouais. Reste le problème des parents séparés. Il arrive que, ici, un élève puisse être scolarisé au lycée Il arrive qu'ici, on a des élèves dont les parents sont scolarisés, dont les parents résident dans deux académies différentes. Alors là, bien évidemment, c'est un droit, c'est prévu par Parcoursup. En fonction, alors, je ne sais pas, l'enfant est avec sa mère qui réside à Annecy, puis le père vit à Lyon. C'est autorisé que l'élève puisse donner l'adresse de son père à Lyon. Et là, par contre, ce que j'ai dit précédemment ne sera pas valable. Et a priori, on est sur des situations relativement d'exception, mais elles existent. Donc elles sont intégrées. Maintenant, comme on reçoit beaucoup de sollicitations, des gens qui nous envoient des pseudo-factures de domicile, etc. On n'est pas du tout non plus. Encore une cas aujourd'hui, une maman qui nous a donné une adresse, en fait c'est l'adresse de l'oncle. Non, ça marche pas. Voilà, parce que tout le monde fatalement va avoir un cousin, un arrière-grand-père, un grand-oncle, une grande-tante. Voilà. Mais n'imaginez pas que les établissements d'enseignement supérieur soient dupes, ils ne sont pas dupes du tout. Donc dans tous les cas, si c'est des stratégies auxquelles vous pensez, il faudra toujours mettre des vœux sur votre académie de sectorisation quand ils sont non sélectifs, pour vous mettre à l'abri. Parce que si vous ne le faites pas, et que vous n'avez pas d'option sur d'autres vœux, vous risquez de vous retrouver en difficulté. À partir du moment où, de toute façon, on entre dans cette notion de dérogation géographique par rapport à ces 15%, c'est le cas de la question que Madame a posée tout à l'heure. Il peut y avoir peut-être 500 dossiers de demande pour ces 15%, alors qu'il n'y aura peut-être que 30 places ou 40 places offertes à la dérogation de secteur géographique. Et là, on revient sur du sélectif, avec les risques que cela peut encourir. Donc là, on vient de donner ces éléments. Il y a des dates, mais c'est pareil, les dates vont vous être communiquées. J'ai juste une petite question oui. Avec la dérogation. Est-ce qu'en cas d'une mutation professionnelle, parce que tel pourrait être notre cas pour la famille, est-ce que ça peut être remonté en termes de dérogation et si oui, jusqu'à quand? 15 mai 2023. C'est toujours très compliqué ce type de situation. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent prétendre. Non, mais je parle avec un document officiel. Ouais, alors, de toute façon, c'est très simple.
La date, vous l'avez ici, elle est actée, c'est le 15 mai 2023. Pourquoi? Parce que Parcoursup va demander à tous les établissements du supérieur de faire remonter les classements aux alentours du 15 mai. Une fois que ces classements sont remontés, c'est eux, les classements, qui vont être donnés ensuite aux élèves. Donc évidemment, si on est sur une situation qui change après le 15 mai, comprenez bien que les propositions ont été faites. Une fois que les propositions ont été faites, il est difficile pour un établissement du supérieur de dire à un étudiant, bah, écoutez, ok, on avait 100 places, on vous a proposé une place le 15 mai, mais écoutez, on vient de recevoir le 15 juin une dérogation. Donc finalement, on vous enlève la place pour la redonner à quelqu'un d'autre. Vous comprenez la logique? À un moment donné, Parcoursup est obligé de dire, bon là, maintenant, on arrête les classements pour faire remonter tous les classements simultanés. Sinon, on ne peut pas faire de proposition. C'est pour ça que les demandes de dérogation, Parcoursup l'indique, et ce sera indiqué sur tous les documents que vous verrez, et que vous pouvez déjà lire dans l'échéancier Parcoursup, cela va s'arrêter le 15 mai. Nous, on va faire remonter notre base élève, on va dire après, aux alentours de début mars. On pourra remonter aussi d'autres éléments, je vous expliquerai lesquels après. Et ensuite, nous, une fois que la base elle sera remontée, on n'aura plus aucune action sur la base remontée à Parcoursup. Mais par contre, vous aurez toujours la possibilité de demander cette dérogation. Mais cette dérogation, ce sera avant le 15 mai. D'accord? Voilà, là on a évoqué la notion de résident dans l'académie et non pas d'académie de baccalauréat. La mention de licence qui n'est pas présente dans l'académie, dans les universités d'académie, effectivement, donne droit à dérogation. On les ressortissants français, mais ça on est pour les candidats dans les lycées français à l'étranger. Dans un autre centre, là, ça ne nous concerne pas directement. Donc là, on était sur la phase de formulation des vœux. Il me semblait avoir noté quand même les éléments que l'on mettait dans finaliser le dossier. Ouais. Voilà, fin de saisie des vœux. Ah ben là, c'est carrément en rouge et ça clignote. Hein, donc, ça vous avez bien remarqué. Voilà. Donc, fin de saisie des vœux, on est bien le jeudi 9 mars, 23h59, après. À partir du vendredi 10 mars, impossible de renseigner de nouveaux vœux sur la base. Ensuite, il va y avoir à finaliser le dossier. Cette finalisation du dossier, donc jusqu'au début avril, il va y avoir des éléments du dossier qui seront à la charge des élèves, notamment le projet de formation motivée, les préférences et autres projets. Ça, ce sont des éléments qui sont à la main des élèves. Les pièces complémentaires, certaines formations demandent des pièces complémentaires, mais là, ce n'est pas une obligation, certaines le demandent, d'autres non. Les activités et centres d'intérêt, compléments d'information, les demandes de césure. Alors, un petit point particulier sur les demandes de césure, je vais en parler tout de suite. Est-ce que tout le monde est au clair sur la notion de demande de césure? Non. Alors, les césures, ce sont, entre guillemets, ce qu'on peut appeler à l'époque les années sabbatiques, et ça, du coup, c'est un terme franco-français. Pourquoi les Français appelaient ça les années sabbatiques et maintenant demande de césure? En fait, ces demandes de césure, ces années de césure, donc ces années de coupure dans la continuité, c'est quelque chose qui a cours de manière assez fréquente dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques. Les élèves de terminale, souvent dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons, prennent une année de pause entre la terminale et la première année post-bac. Alors, ce n'est pas forcément une année de pause pour aller faire du surf à Hawaï ou du ukulélé à Sydney, mais c'est souvent pour faire des expériences, faire des services civiques, faire des stages à l'étranger, etc. Et ensuite enclenche l'année de formation. Bon, en France, on appelait ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, des années un petit peu sabbatiques. Mais en fait, bon, cette possibilité, vous l'avez sur Parcoursup. Vous avez la possibilité, quand vous faites un vœu, de dire, OK, je fais ce vœu, mais j'envisage peut-être de prendre une année de césure. L'établissement qui va analyser le dossier n'a pas connaissance de votre demande d'année de césure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous le marquez que ça risque de poser problème dans l'analyse du dossier. On traitera le dossier de la même manière. Bon. Par contre, une fois que vous avez la réponse, admettons, et ça nous est arrivé à Berthollet l'année dernière, proposition a été faite à plusieurs candidats, nous en avons eu 3 en espèce, et ces candidats nous ont dit à l'ouverture de la proposition, comme quoi effectivement ils avaient leur place à Berthollet, OK, mais
je vous informe que je fais une demande de césure pour l'année prochaine. Cette demande de césure n'est pas un droit opposable. C'est l'établissement du supérieur qui, après discussion avec l'élève, après le projet de césure, peut décider soit de donner suite à la césure, soit non. En l'occurrence, on a appelé pour les 3 demandes que l'on a eues, il y a 2 demandes pour lesquelles on a donné un avis favorable. La 3e, on n'a pas donné d'avis favorable, parce que le projet de césure n'était pas du tout en conformité avec la suite des études. Mais à partir du moment où cette demande de césure a été acceptée par l'établissement du supérieur, vous pouvez avoir votre année de césure et vous avez la place qui est conservée dans l'établissement pour l'année suivante. Donc ça sécurise un petit peu, c'est le cas de 2 de nos étudiants. On les retrouvera l'année prochaine en classe préparatoire, une en filière économique, un en filière littéraire. Mais cette année, pour l'instant, ils sont sur des déplacements à l'étranger. Souvent, on est sur des déplacements à l'étranger, on est sur la maîtrise de la langue, et on a estimé, après l'analyse des dossiers, que finalement, cette année de césure risque plutôt de leur amener une plus-value. Mais pour un 3e, ça n'a pas été le cas. Auquel cas, pour ces 2 étudiants pour lesquels la demande a été acceptée, ben effectivement, pour l'instant, ils passent leur année à l'étranger, ils ne refont pas de procédure Parcoursup, leur place, elle est réservée pour la rentrée prochaine. Donc, cette demande de césure, vous pouvez la faire si c'est un vrai choix. Il faut vraiment la construire, parce que les établissements du supérieur vont vraiment voir effectivement quelle va être la plus-value de cette césure par rapport à la suite, si ça risque pas d'entraver le retour en formation par la suite. Et ayez en considération que la demande de césure n'est pas un droit opposable, c'est pas parce qu'on fait la demande qu'automatiquement on obtient cette césure. Ça peut être le cas ou non. Alors, je ne sais pas, l'attestation de passation pour le droit, le questionnaire, je ne sais pas si c'est encore pour cette année, c'est possible, à voir. L'année dernière, alors là, on n'est pas encore pas sûr parce qu'on n'a pas la totalité de l'information. L'année dernière, il avait été demandé pour les élèves qui voulaient s'inscrire en licence de droit ou en licence de sciences, de répondre à un petit questionnaire. Alors, bien évidemment, on est sur des licences non contingentées, donc la réponse à ce questionnaire, quel que soit le niveau de réponse, ne donne pas lieu à un classement. C'est simplement pour éviter d'avoir des élèves qui s'orienteraient vers des vœux, notamment licence de droit, ça fait rêver, c'est joli, etc., sans trop savoir de quoi il en retourne, et finalement se retrouver quand même avec une grosse désillusion à la rentrée. Donc l'année dernière, les universités ont mis en place ce petit questionnaire qui a uniquement comme objet de renseigner l'élève sur les contenus. Quand ils ont le sentiment qu'il y a un décalage Voilà. entre le vœu et finalement les réponses qui ont été données dans le questionnaire. Voilà, ça permet quand même d'éviter d'avoir des erreurs un petit peu de positionnement. Alors l'année dernière, c'était obligatoire. Il me semble que cette année, ça devrait l'être encore. Les résultats ne sont pas transmis aux universités en termes de classement. Il n'y a absolument aucun poids entre ça. Simplement, voilà, prenez bonne connaissance de ce qui se fait en droit, ce qui se fait en sciences avant de valider. Alors oui, je pense que c'est le cas puisque je l'ai mis avant le 6 avril 2023. Donc ça doit être effectivement le cas encore pour cette année sur les vœux de licence droit et sciences. Accessible à partir du 18 janvier. Donc là, on était sur les pièces à la charge des élèves. Là, clairement, nous n'avons pas la main sur ces pièces. C'est-à-dire qu'un élève de terminale qui ne renseignerait pas ces éléments, l'établissement, le lycée Berthollet, on n'a absolument pas les moyens, bien évidemment, de renseigner ces éléments à sa place. Là, c'est à charge des élèves. Donc, à eux de regarder. Petite chose à destination des élèves. Projet de formation motivé, entre guillemets, lettre de motivation. Bon, attention au modèle que l'on peut trouver à droite à gauche sur Internet et compagnie. On n'est pas du tout. Et puis, si je peux me permettre un petit conseil, les élèves, et puis c'est bien aussi les parents de contrôler par derrière, relisez bien votre lettre de motivation. Je vous donne un exemple, classe préparatoire, lettre de motivation, un élève qui candidate pour une LPSI, mais ça, chaque année, on en a. Monsieur le proviseur du lycée Champollion, je suis très intéressé par votre établissement, patin. Je vous rappelle, c'est pas pour le lycée Champollion, c'est pour le lycée Berthollet. Sauf que c'est un copier-coller. Je fais une lettre, je l'adresse au premier, puis ensuite je fais un copier-coller sur les autres. Oui, quand on fait un copier-coller, c'est bien, mais à un moment donné, il faut essayer de personnaliser un petit peu. Sinon, on voit tout de suite qu'il y a un petit manque de rigueur dans la constitution du dossier. Donc faites attention par rapport à ça, ne regardez pas des modèles tout faits, et puis faites attention sur des copier-coller qui ne seraient pas vraiment personnalisés, parce qu'on a l'œil quand même par rapport à ça. On discerne quand même les éléments. Donc là, on est sur les éléments qui sont à charge des élèves.
Faut-il une lettre par vœu? Ah, une bonne question. Faut-il une lettre par vœu ou sous-vœu? Oui, vous pouvez personnaliser bien évidemment dans chacun des vœux et sous-vœux la lettre de motivation ou les éléments. Je suis très motivé par les sciences pour une classe préparatoire scientifique. En même temps, je ne sais pas trop, peut-être classe préparatoire économique. On va peut-être la formuler un petit peu différemment. Je suis très intéressé par les sciences économiques et sociales, etc., etc. Donc effectivement, par vœu, vous allez pouvoir avoir la possibilité de personnaliser un petit peu, d'adapter chacun de ces éléments en fonction des vœux, de manière à les rendre les plus cohérents par rapport aux vœux qui sont formulés. Maintenant, quels sont les éléments qui sont à charge des établissements? Là, pour le coup, les élèves n'ont rien à faire par rapport à ça. Vous n'allez pas avoir à télécharger des bulletins scolaires, etc. Nous allons faire remonter dans Parcoursup les bulletins scolaires et les appréciations des 2 semestres de première et de 2 premiers trimestres de terminale. Alors, vous savez que vos enfants, l'année dernière, étaient en mode semestre, d'autres établissements étaient en mode trimestre. Parcoursup et les établissements du supérieur sont parfaitement à même d'analyser des bulletins scolaires qui sont en mode semestre ou en mode trimestre. Le fait d'être en semestre ou en trimestre n'a aucun poids par rapport à l'analyse des dossiers Parcoursup pour les établissements du supérieur. Donc vos enfants ne seront pas à la limite mal jugés ou mieux jugés parce qu'ils sont en semestre ou en trimestre. Les notes des épreuves anticipées, donc les fameuses épreuves de français de l'année dernière. Peut-être cette année, si tout se passe bien et qu'on n'a pas une recrudescence de Covid ou autre, les notes des épreuves de spécialité de terminale. Je vous rappelle que ces épreuves de spécialité de terminale, si elles sont placées si tôt dans l'année scolaire, c'est pas pour embêter les élèves ni pour embêter les enseignants. C'est que, et si vous étiez présent à cette même salle l'année dernière en classe de première, nous vous avions expliqué les modes de calcul des points au baccalauréat et nous vous avions expliqué qu'il y avait quand même une certaine discordance entre les dossiers Parcoursup qui remontaient avant avec uniquement la partie, on va dire, contrôle continu et l'ancien bac qui se basait que sur les épreuves ponctuelles. Et finalement, il y avait très peu de rapport entre les deux. C'est vrai que le fait de remonter maintenant des épreuves, des enseignements de spécialité, 16, coefficient 16 par épreuve, donc ça fait 32 pour le baccalauréat, en même temps que le dossier Parcoursup, ben là, on aura un petit peu plus de corrélation entre le dossier qui va remonter, les notes de contrôle continu et des éléments du baccalauréat, et les résultats au baccalauréat. On a beaucoup plus de corrélation. Je vous rappelle que l'année dernière, on vous a fait tout un système de calcul par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ces épreuves finales ont été avancées. Elles ont été avancées pourquoi? Parce qu'il va falloir faire remonter ces éléments dans les dossiers Parcoursup pour les établissements du supérieur. Et là, cette remontée, elle va se faire aux alentours du 15 avril. Il faut, pour les établissements du supérieur, un certain temps pour analyser les dossiers. Si on doit rendre les classements à Parcoursup le 15 mai, il faut quand même bien 3 semaines, 1 mois pour analyser correctement ces dossiers. Donc il faut que tout remonte pour le 15 avril. Du coup, avec les temps de correction pour ces épreuves ont été avancées. L'année dernière, c'était prévision le 15 mars, donc ça a été repoussé au mois de mai pour d'autres raisons, Covid notamment. Cette année, c'était un tout petit peu décalé, c'est pas le 15, c'est le 20, mais on reste dans la même période. Ce qui laissera le temps aux enseignants de corriger les épreuves de spécialité et les notes de remonter dans Parcoursup. Il y aura un autre élément qui va être une fiche avenir. Là, nous étions sur des éléments qui remontaient automatiquement, soit de la part du rectorat, puisque les enseignements de spécialité sont corrigés par des enseignants nommés par le rectorat et les notes seront remontées directement. Les bulletins, si le cas, on va les faire remonter. Il y aura quand même une fiche avenir aussi qui va remonter. Cette fiche avenir qui va comporter plusieurs éléments, les résultats de terminale, premier et deuxième trimestre en ce qui nous concerne, le positionnement et les appréciations dans chaque matière, les appréciations des professeurs, l'avis du chef d'établissement par rapport à l'élève et par rapport au choix de vœux considérés. Hop, je reviens. Voilà. Donc cette fiche à venir, elle va être complétée par toute l'équipe de chacune des classes, de chacun de vos enfants, lors des conseils de classe du deuxième trimestre. Vous savez qu'ils vont se dérouler au retour des vacances de février, avant donc ces remontées des notes Parcoursup. Vous pourrez les consulter à partir du 1er juin. Et là, c'est une fiche qui va remonter avec l'ensemble des éléments. Cette fiche va comporter, et ça nous en avions parlé aussi, des positionnements et appréciations par chaque matière. Et là, pour le coup, ce ne sera pas premier trimestre, deuxième trimestre, ça ce sont les bulletins, mais ce sera sur l'année de terminale. Donc cette première, c'est 2 tiers d'année de terminale, la moyenne de l'élève et le positionnement aussi par rapport aux autres.
Les appréciations des professeurs pourraient être des appréciations qui sont spécifiques pour l'année de terminale déjà écoulée et non pas simplement les appréciations des bulletins scolaires. Et puis la vie du chef d'établissement, je l'ai évoqué. Oui, juste un petit point. Oui. Quand vous parlez positionnement, vous parlez bien d'un classement dans la classe. Dans la classe, le rang Ou de dans le classement. groupe SP. Dans le groupe. Clairement, c'est dans le groupe. À partir du moment où on est en SP, c'est dans le groupe. À partir du moment où on est sur des groupes de langue vivante, c'est dans le groupe, bien évidemment. Donc ça, ce sont des éléments qui vont remonter automatiquement dans Parcoursup. Je ne vais pas m'avancer plus là-dedans. Vous regarderez si vous avez le temps à tête reposée. Simplement pour vous dire, avant la mise en place de Parcoursup, 15% des notes du baccalauréat remontaient dans Parcoursup, c'est-à-dire uniquement les épreuves de français. À partir du moment où le baccalauréat a changé avec la notion de contrôle continu, avec les spécialités, notamment les 2 spécialités terminales, ben maintenant on est à 70% des notes. C'est-à-dire qu'avant on avait une corrélation de 15% entre le dossier Parcoursup et le baccalauréat. Maintenant on a une corrélation de 70% entre le dossier Parcoursup et le baccalauréat. On est quand même sur des systèmes qui sont un peu plus convergents, ce qui ne l'était avant. Finaliser son dossier, confirmation possible lorsque le bulletin du 2e trimestre sera remonté. Alors, il va y avoir un petit décalage temps entre le moment où vous pourrez finaliser votre dossier et le moment où on va faire remonter les bulletins. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez arrêter de mettre les vœux, les élèves vont arrêter de mettre les vœux le 9 mars. À partir du 10, ils vont pouvoir finaliser leur dossier, et ce jusqu'au 7 avril, 6 avril. Bon, très bien. Sauf que peut-être que pour des classes, on aura encore des conseils de classe le 11 mars. Tant que le bulletin n'est pas remonté dans Parcoursup, l'élève ne pourra pas finaliser son dossier. Donc, plus exactement, pour vas-y. qu'on soit bien précis, en fait, il va y avoir des mises à jour quotidiennes à partir du moment où la session des conseils de classe va commencer. Donc, en fonction de la date du conseil de classe de votre enfant, vous allez voir apparaître soit la totalité des notes en effet arrêtées, soit seulement une partie parce que le conseil de classe est à venir. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Tout sera en effet mis en place au 6 avril en fonction de la chronologie des conseils de classe de chacun de vos enfants. Et cette mise à jour, elle est faite quasiment tous les jours. Hein. Donc, voilà. Ensuite, pour revenir sur la remontée des notes, quelques bémols. Si votre enfant n'était pas scolarisé en première dans l'établissement et qu'il est arrivé en terminale, bien évidemment, le lycée Berthollet ne peut pas faire remonter les notes de première. Nous n'en disposons pas. Donc là, il faudra que les élèves concernés, et il y en a toujours, les élèves qui sont partis ailleurs, des parents qui ont déménagé, qui sont installés, etc. À ce moment-là, la saisie des notes, elle se fait manuellement et elle est confirmée par l'établissement dans un deuxième temps. Donc, s'il y a des élèves qui sont concernés, qui n'étaient pas dans l'établissement en classe de première, eh bien, il est normal que leurs notes de première n'apparaissent pas, puisqu'ils n'étaient pas à Berthollet et que nous ne connaissons pas ces notes et que nous n'avons pas la possibilité de les remonter numériquement. Par contre, bien évidemment, il est prévu qu'ils les saisissent manuellement dans Parcoursup et c'est ensuite validé par l'établissement. Ensuite, autre problème, les élèves qui ont redoublé, soit la classe de première, soit la classe de terminale. Je rappelle que toutes les années apparaissent. Les 2 années de terminale ou les 2 années de première, s'il y a 2 années de première. C'est normal. Donc là non plus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le parcours est complet. Voilà, donc pour un élève de terminale qui a eu, on en a quelques-uns, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Il va avoir ses notes de terminale de l'an dernier qui vont être redoublées par les notes de terminale de cette année. Donc en effet, dans les commissions de classements éventuels, s'il y a l'élève candidat à des filières sélectives, il aura en effet son parcours complet qui apparaîtra. Voilà. Petite information aussi, et là, tout à l'heure, je vous ai évoqué la possibilité pour un élève qui était en post-bac, finalement, de refaire un dossier Parcoursup pour changer de formation. À partir du moment où vous êtes en post-bac, pour un élève en post-bac, ben, le baccalauréat est terminé. Et là, pour le coup, les notes de baccalauréat remonteront dans Parcoursup. Donc, c'est tout simplement une petite alerte pour les élèves, certains de vos enfants, bien évidemment une minorité qui considérerait que l'année scolaire est finie quand on va remonter les dossiers dans Parcoursup. Petit bémol, la dernière partie de l'année va compter. La dernière partie de l'année va préparer aussi les épreuves de baccalauréat du mois de juin, de philosophie, compte oral, etc. Et si jamais il y a un nouveau dossier Parcoursup à faire l'année suivante, bien évidemment, ces notes de baccalauréat
remonteront dans le dossier Parcoursup, Comment remonteront-elles dans Parcoursup? automatiquement par le rectorat. Le rectorat associé à partir de l'INE de l'élève. Ce n'est pas l'élève qui va les renseigner. C'est quand même trop simple. Donc, confirmation des vœux. Hop, voilà. Fin de la confirmation des vœux le jeudi 6 avril, on l'a évoqué. Là encore, c'est en rouge. Attention, si le vœu n'est pas confirmé, même s'il a été mis avant la date du 9 mars, il n'est pas confirmé avant le 7 avril, il ne sera pas analysé. Je dirais pas chaque année, mais il nous arrive d'avoir des élèves qui passent au travers. Il y en a au moins un chaque année. Bon. Je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais voilà. Il y en a toujours un. Voilà. Donc, on espère que cette année, il n'y en aura aucun. Voilà. Autre chose, tous les vœux saisis ne sont pas forcément validés. C'est-à-dire qu'entre le moment où la saisie des vœux s'est achevée et le moment où vous allez finaliser les vœux, un candidat peut décider finalement j'avais saisi ce vœu-là, je n'ai pas envie de le valider. Il peut. Il n'a pas l'obligation de valider. Alors, il recevra un message de Parcoursup à ce moment en disant vous êtes sûr que vous ne voulez pas valider ce vœu? Alors, si c'est un oubli, ça nous permettra en effet de corriger. Puis, si ce n'est pas un oubli, il mentionnera simplement non, finalement, je ne souhaite pas le valider. D'où l'intérêt de saisir quelquefois plus de vœux malgré tout. Il y a toujours la possibilité de ne pas le valider. Ce n'est pas grave, ça fait partie de ce qui est accepté au moment de la validation. Par contre, il faut absolument que le 6 avril à 23h59, tous les vœux que l'élève souhaitait valider soient validés. Voilà, c'est la seule contrainte à respecter. C'est pour ça qu'on insiste vraiment auprès de vos enfants pour qu'avant la fin de saisie des vœux, ils soient le plus ouverts possible. Même si des vœux restent incertains, à partir du moment où ça ne gêne pas par rapport au nombre de vœux, autant les mettre. On a la possibilité après de ne pas les valider si jamais les choix changent. Et quand bien même on les valide, vous verrez que par la suite, il y a aussi possibilité finalement de ne pas continuer là-dedans. 7 avril, fin de l'étape 2. Excusez-moi. Oui. Les conseils de deuxième trimestre, vous avez dit que c'était de quand à quand? On va essayer de les faire avant la date de fin. Oui, ça va être. Oui, parce qu'on ne peut pas valider, toujours en on peut sorte pas qu'il finaliser, reste c'est ça? en moyenne une semaine entre la fin du dernier conseil de classe et la date butoir. Donc ça veut dire La que date là, butoir, je parlais Ça de veut date. dire que là, c'est Du 6 6 avril. avril. Du 6 avril. Vraisemblablement, les conseils de terminale se termineront fin mars, le 1er avril au plus tard. Ce qui laissera derrière encore un certain nombre de jours pour pouvoir assurer les ultimes vérifications. ça n'empêche pas l'élève de compléter son dossier. Voilà, il peut très bien compléter son projet motivé, etc. Simplement, la validation ne pourra être faite qu'à la fin. Sachant que, comme l'a dit M. Mailleux, vous le savez, nous avons 13 classes de terminale, c'est 2 conseils par soir. Donc ça veut dire qu'une semaine avant le 7, il y aura 2 classes. Puis 8 jours avant le 7, 2 autres classes, etc. Donc finalement, ça va être un petit peu continu. C'est vrai que les 2 dernières classes n'auront entre guillemets que 7 jours. Mais par contre, le dossier devra être préparé, les pièces avancées dedans, etc. C'est-à-dire ce qui fait que la validation en dernier moment. D'accord? Mais on le fait toujours un petit peu comme on l'a dit pour les élèves. On leur dit attention, prenez un petit peu d'avance. Nous aussi, on se met cette marge. On n'est pas à la merci, effectivement, d'un problème informatique, etc., etc. Donc, on se met toujours une semaine de marge. D'accord? Donc, à partir du 7 avril, fin de l'étape 2. Et là, pour le coup, plus aucune action au niveau des élèves. Plus aucune action au niveau de l'établissement d'origine. Le dossier est remonté, les bulletins sont montés, la fiche à venir est remontée, les notes des ES, ce sera les rectorats qui les feront remonter, puisque les ES ne seront pas corrigés par l'établissement, par les enseignants d'établissement, c'est le rectorat. Donc là, établissement d'origine, aucune action. Alors, petite information sur l'étude des dossiers. Ok. Donc, petit rappel, Parcoursup ne classe pas les dossiers. On entend souvent dans les médias l'algorithme de Parcoursup qui classerait les dossiers, etc. En fait, Parcoursup ne classe pas les dossiers. Parcoursup ne va faire que récupérer les classements réalisés par les établissements du supérieur et les mettre à disposition des étudiants. En aucun cas, Parcoursup va changer les classements dans les dossiers qui ont été faits par les établissements du supérieur. Donc, quand on parle d'algorithme Parcoursup, ce n'est pas du tout un algorithme de classement.
C'est simplement quelque chose qui va dire, OK, vous avez été classé là, il y a tant de places, donc vous avez une proposition, vous avez été classé là, vous êtes en liste d'attente, etc. Mais Parcoursup ne gère absolument pas. Les classements sont vraiment réalisés quand il y a des classements dans les établissements du supérieur. Alors, des formations sélectives, donc les formations sélectives, on a les systèmes de classement. Formation non sélective, là on est sur le nombre de places, les licences PASS et les licences PASS et licences LAS, on y viendra par la suite. Certaines formations peuvent demander des épreuves écrites et ou orales de sélection. On l'a évoqué tout à l'heure, les IEP c'est de l'écrit, les groupes à l'école d'ingénieurs prépa intégrés, ce sont aussi des concours, Sésame, etc. Voilà, donc certaines, et ça c'est tout marqué dans Parcoursup. Parcoursup vous indique quand vous cliquez sur la fiche de formation quelles sont les modalités de candidature. Est-ce que c'est uniquement dossier Parcoursup ou est-ce qu'il y aurait des oraux, des concours, etc. à réaliser. Alors, pour votre information aussi, il y a certaines filières pour lesquelles il y a des quotas de baccalauréat en fonction des types de baccalauréat d'origine. Je m'explique. Sur une des filières BTS, par exemple, le rectorat dit voilà, pour tel BTS, en commerce international, il y aura tant de pourcents de places réservées aux élèves de la voie professionnelle, tant de pourcents de places réservées aux élèves de la voie technologique et tant de pourcents de places réservées aux élèves de la voie générale. En règle générale, en BTS, il y a une prééminence des places réservées pour les étudiants de la voie professionnelle. Pourquoi? Parce que les étudiants de la voie professionnelle ne sont pas forcément préparés à des études de type universitaire. Par contre, sont beaucoup plus préparés à des études de type BTS, où il y aura des mises en stage, etc. Donc, on peut se retrouver dans un BTS que je connais bien dans mon ancien établissement en commerce international, avec 70% réservés à la voie pro, 25% réservés à la voie technologique et 5% réservés à la voie générale. Donc là, ça veut dire éventuellement une place sur 25 pour la voie générale. Pour le coup, ça devient plus sélectif que des filières. Oui, pardon. Pour le coup, ça devient plus sélectif que pour des filières type CPGE ou IUT. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les BTS qui ont en amont des bacs professionnels, là, vous allez avoir des taux, des pourcentages excessivement élevés, parce que pour ces bacs professionnels, c'est la seule poursuite d'études possible et réaliste. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et puis ensuite, pour les bacs dits technologiques, c'est vrai qu'ils prennent souvent la part qui reste. Donc, pour les filières générales, bien évidemment, le BTS, c'est sincèrement pas une poursuite d'études très réaliste. Alors, après, quelquefois, les résultats obligent certains élèves de série générale à y candidater. Mais à ce moment-là, il faut souvent multiplier les demandes sur plusieurs BTS. Parce qu'en fonction des BTS et de leur localisation et des académies dont ils dépendent, les pourcentages peuvent fortement varier. Ces pourcentages, ils sont communiqués sur Parcoursup dans les fiches de formation. Vous les avez en connaissance au départ. C'est aussi un élément de lecture. C'est pas parce qu'on va mettre un BTS quand on est en filière générale que finalement, ça va être le vœu, on va dire, un peu de repli. On est quasiment assuré d'avoir une place en BTS. Non, au contraire, en filière générale, comme l'a dit très justement M. Mailleux, parfois c'est beaucoup plus difficile d'avoir une place en BTS au regard de ses contingents de places et quotas de places que sur une autre voie. Autre élément sur lesquels il y a effectivement une notion de quota, ce sont les critères sociaux, notamment les bourses. Et là encore, ce ne sont pas les critères qui sont décidés par les établissements, ce sont les rectorats, les recteurs et les rectrices d'académie qui les décident. On peut avoir très bien, par exemple, en classe préparatoire, une demande de quota de 15% d'élèves boursiers. Très bien. Donc ça veut dire que les dossiers sont analysés de la même manière, puisque ce critère n'est pas pris en compte dans l'analyse des dossiers, on va dire, académiques par les établissements du supérieur. Mais si on est un établissement avec 100 places, on a 1000 dossiers, et que les 100 premiers sont des classés, mais non boursiers, automatiquement, pour le coup, Parcoursup va essayer d'aller chercher dans les 100 premières places, pour les 100 premières places, 15 boursiers. Donc, on pourra très bien avoir les 85 premiers non boursiers qui seront classés, mais le 86e risque de ne pas être classé, pas être pris, parce que Parcoursup va aller chercher les 15 premiers boursiers dans le classement. Ça peut être le 100e, le 120e, le 200e, le 300e, etc., etc.
Ce sont les seuls moments où Parcoursup interagit sur les classements. Encore que Parcoursup n'interagit pas sur le classement des BTS parce que les établissements qui ont des BTS font des classements séparés. Pour filière générale, classement, filière technologique et filière professionnelle. Par contre, quand on a un quota de boursiers, et ça, ce n'est pas l'établissement qui décide, et ce n'est pas l'établissement qui le maîtrise, là, pour le coup, c'est Parcoursup qui va automatiquement essayer d'arriver. Et si à la fin, effectivement, il n'arrive pas à faire ce quota de boursiers, ben, il continue à intégrer l'ensemble des élèves pour arriver à 100% de place. Peut-être qu'in fine, à la rentrée, il n'y aura pas 15% de boursiers, mais peut-être que 7% de boursiers, parce qu'une fois que Parcoursup aura épuisé toutes les demandes de boursiers, ben, ils seront revenus sur les rangs montants classiques. Ce sont les deux seuls éléments sur lesquels on a des petites interactions entre Parcoursup et les classements initiaux. Mais gardez bien en considération que Parcoursup, quoi que puissent en dire les médias, Parcoursup ne réalise aucun classement. La place qui va être faite par tel ou tel établissement, elle est uniquement du ressort du classement fait par l'établissement du supérieur. Vous avez parlé tout à l'heure de Sésame et Access pour les post-bac. L'examen, on le fait individuellement, n'a rien à voir avec Parcoursup, mais en fait, c'est des examens qui vont répondre à la demande de plusieurs écoles. En fait, je n'arrive pas à savoir la mécanique au niveau de Parcoursup. Indépendamment d'Access, de Sésame, on choisit les écoles. C'est Parcoursup. Parcoursup va récupérer le classement fait par le groupe de concours. C'est le groupe de concours qui va donner son classement à Parcoursup et qui va dire voilà, vous allez candidater sur Sésame. D'accord, Sésame par exemple, vous allez candidater sur Sésame, ou c'est n'importe Polytech. Vous allez passer le concours Sésame, Polytech, etc. Le groupe d'écoles Sésame, Polytech va réaliser son classement, va donner le classement à Parcoursup. Et Parcoursup va vous proposer ensuite la place ou éventuellement la liste d'attente ou éventuellement une réponse négative. C'est tout. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'examen est passé, on ne s'occupe plus de rien, c'est Parcoursup qui revient. Exactement. Exactement. Même chose lorsqu'il y a des... On va relayer ce que les réseaux d'écoles vont leur transmettre. Il ne fait rien d'autre Parcoursup. Est-ce que... Oui. Donc Sésame, c'est un seul vœu. Oui, tout à fait. Sésame, c'est un seul vœu, de même que le groupe Polytech. J'avais une petite question. Alors, on revient un tout petit peu en arrière. Vous avez dit qu'il ne serait pas possible de confirmer avant le 7 avril par rapport au conseil de classe, même si on ne peut pas confirmer du fait que le conseil de classe n'est pas passé. Nous le rappelons, nous allons programmer les conseils de classe de manière à ce qu'ils se terminent une semaine avant la fin de validité des vœux. Donc, en aucun cas, nous allons bien évidemment organiser le conseil de classe le 8 avril. On demande aux élèves d'anticiper, de notre côté, on essaye d'appliquer ce même principe. Donc, pas de souci, tous les conseils de classe auront lieu avant la fin de validité et avec un délai suffisamment long pour vous laisser le temps de pouvoir valider. Ce ne sera pas 2 semaines, au minimum une semaine quand le dossier est prêt sur la validation, qu'il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton. Voilà, la finalisation du dossier n'est pas corrélée au conseil de classe. Il faut finaliser le dossier avant que le conseil de classe ne soit passé. Alors, les communications des réponses. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, à la différence de l'ancien système APB, toutes les réponses vont être données pour tous les vœux en simultané pour tous les élèves de France et de Navarre. Autant vous dire que la machine Parcoursup gère quand même, vous mettez 900 000 élèves, vous mettez en moyenne 15 vœux par élève, je vous laisse calculer le nombre de combinaisons possibles, donc Parcoursup va gérer tout ça et va donner toutes les réponses. Donc, un élève qui aura fait des vœux peut se retrouver peut-être avec 10 réponses positives. Très bien, il a été classé, excellent dossier, il a été classé dans les 20 premiers sur toutes les formations sélectives qu'il a demandées. Il a 20 propositions. Bon. Cette communication des réponses, elle va vous être faite par mail, par SMS, par notification sur la plateforme Parcoursup, dans la messagerie du candidat. Bref, tous les canaux de communication possibles et imaginables que vous aurez renseignés, Parcoursup va les utiliser pour vous donner la réponse. Bien. Là où il faudra faire attention, c'est que vous avez un candidat, je l'ai évoqué, excellent dossier, 10 propositions.
bien évidemment, il ne va pas se décupler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être dans un établissement, et pas dans 10. Donc, il va falloir qu'il libère des places. Il va falloir qu'il dise non à certaines propositions. Sinon, il va bloquer les places. Des places qui ne seront pas remises en place sur Parcoursup. Et donc, Parcoursup va imposer des délais de réponse de manière à ce que on puisse remettre ces places en jeu pour les élèves qui sont en liste d'attente. Et donc là, il va y avoir des délais qui vont vous être imposés par Parcoursup, qui sont des délais de réponse. Voilà. On ne les connaît pas actuellement, ils sont en cours de finalisation. Au début, c'est plutôt long, et puis au fur et à mesure que la procédure avance, ils se raccourcissent, bien évidemment. On vous donne l'exemple de l'année dernière. L'année dernière, en gros, bon, les réponses étaient le 2 juin. En gros, Parcoursup avait dit à tous les candidats, écoutez, on vous laisse 4 jours pour faire la réponse. Sachant que, bien évidemment, si vous avez plusieurs propositions, si vous n'avez que des propositions positives partout, à un moment donné, là, pour le coup, il faudra faire un choix. La notion de organisation, de choix des vœux, on a dit qu'on n'avait pas besoin de la faire au mois de mars. Par contre, bien évidemment, le 1er juin, là, il va falloir l'avoir en tête. Parce que si on vous fait 3 propositions positives, à un moment donné, il va falloir regarder plus et dénoncer les 2 autres. Donc, dans un premier temps, Parcoursup laisse un certain délai, et puis petit à petit, ce délai va se réduire. Pourquoi? Parce que si je suis premier sur liste d'attente, dans une formation dans laquelle mon camarade aura eu une place, sauf que ce camarade-là, il aura eu 10 places à droite à gauche. Moi, tant qu'il n'a pas libéré la place, mon rang sur la liste d'attente ne va pas bouger. Donc, à un moment donné, pour qu'on fasse bouger un petit peu et qu'on puisse monter dans la liste d'attente, il faut que ceux qui aient plusieurs propositions dénoncent des propositions pour libérer des places. Parcoursup laisse 4 jours, puis petit à petit, le rythme va un peu s'accélérer. Minimum, ce sera 2 jours. À chaque fois, vous serez prévenu par Parcoursup, par tous les moyens possibles, sur attention, vous avez jusqu'à temps pour répondre, etc., etc. Donc là, ce n'est pas une information et puis on va attendre 48 heures, 72, 96. Parcoursup va à chaque fois vous relancer. Mais si la réponse n'est pas faite dans les temps, là, pour le coup, Parcoursup va dire, ok, c'est un abandon. Pourquoi? Admettons, nous sommes sur des formations éducation nationale ou qui font partie du paysage, on l'a vu tout à l'heure, plus de 20 000 formations, très bien, mais en même temps, j'ai envie de faire une formation à l'étranger, le Canada, etc. Et là, bien évidemment, ces formations ne sont pas sur Parcoursup. Bon. J'ai fait mes vœux sur Parcoursup, pas de problème, en même temps, je fais mon vœu à l'étranger, et puis au mois de mai, j'ai ma réponse à l'étranger. Et je suis hyper content parce que l'étranger me reçoit. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Je me projette sur l'étranger. Et Parcoursup, je m'en fiche, puisque de toute façon, j'ai déjà ma place à l'étranger. Et donc, on a des candidats qui finalement, en ayant candidaté sur des vœux hors Parcoursup, en plus de Parcoursup, s'ils sont pris sur ces vœux, à un moment donné, oublient la procédure Parcoursup. Donc si parallèlement, on m'a donné 4 ou 5 places sur Parcoursup et que je ne réponds pas sur Parcoursup parce que je suis parti ailleurs, évidemment, Parcoursup va dire à un moment donné, voilà, il va peut-être falloir quand même nous rendre des places, quand même, pour les remettre en jeu. Donc c'est pour ça que Parcoursup impose des délais, et que si le délai n'est pas respecté, Parcoursup va considérer que vous démissionnez. Et là encore, il n'y aura pas de retour arrière possible. Ce qui est logique, puisque la place que vous aviez, si vous n'avez pas confirmé, si elle est remise en jeu, elle va être donnée à quelqu'un d'autre. Donc ce sera une phase sur laquelle il faudra être quand même extrêmement attentif, les élèves et les parents, concernant justement ces délais de réponse. Bon, ça se passe généralement bien parce que tout est mis en œuvre pour que vous ayez le maximum d'informations. Autre chose aussi, et là, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec les élèves, mais je l'indique quand même aux parents, attention, la date du 1er juin, qui va être la date d'ouverture de Parcoursup, risque pour certains d'être le jour des pleurs. Pourquoi? Je suis un élève brillant. Je fais 20 vœux sur Parcoursup, je prends 20 places. Vous mettez 20 élèves comme ça, avec 20 places chacun, c'est 400 places pour 20 élèves. Ça veut dire que mon camarade, avec son dossier tout à fait correct, il attendait la place. Non, pour l'instant, Parcoursup va dire, non, désolé, vous l'avez pas. Vous êtes en liste d'attente. Oui, parce qu'on aura peut-être des élèves qui auront au départ
phagocyter un nombre important de places. Donc le jour de l'ouverture, on risque d'avoir des élèves déçus parce qu'en liste d'attente. Ce qu'il conviendra de regarder, c'est quel est le rang de la liste d'attente par rapport à l'année précédente. Effectivement, si on est en liste d'attente 1500e et que l'année dernière, c'était monté à 800e, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si on est en rang d'attente 500e et l'année dernière, c'était monté à 1000e, là, évidemment, tout reste possible. Et comme ces 20 élèves qui avaient trusté ces 40 places, ben, au bout de 4 jours, il va falloir qu'ils ne gardent qu'une seule place chacun. Donc, on était 20 par 20, je crois que ça va faire de l'ordre des 400, monsieur le professeur de classe préparatoire. Donc, ces 400, au bout de 4 jours, ben, ces 20 élèves vont en rendre 380, puisqu'ils ne pourront en garder qu'une chacun. Donc, à l'issue de ce premier délai de réponse, là, pour le coup, il va y avoir énormément de places qui vont être mises en jeu. Donc, c'est pour ça que je dis que le 1er juin, parfois, c'est un petit peu le bureau des pleurs. On se calme, on regarde le rang et on attend quand même quelques jours, le temps que les places soient remises en jeu, etc. etc. Donc, on n'en parle pas trop aux élèves, ils n'écoutent pas, j'en parle aux parents, parce que c'est vous qui allez être devant Parcoursup avec vos enfants à la maison ces moments-là. Oui. L'élève peut se retrouver face à un dilemme, c'est-à-dire il attend par exemple, il a un choix vraiment défini, il n'a pas encore eu sa réponse, il se retrouve avec une réponse positive. On va y venir. On va y venir parce que là, ce que vous évoquez, c'est OK, je suis pris ici, mais je suis en attente ailleurs et je préférais aller ailleurs, qu'est-ce que je fais? On va y venir après sur les différentes possibilités de réponse. Les vœux en attente, les oui définitifs, etc. On va venir parce qu'il y a différentes combinaisons possibles. En tout état de cause, Parcoursup a toujours pris le parti, mais un petit peu comme APB à l'époque, de laisser la possibilité à l'élève de faire des choix. Ce que Parcoursup lui demande, c'est jamais de oui conservé. Pourquoi? Parce que si vous conservez 2 oui, bah, vous allez bloquer une place. Donc si vous avez plusieurs oui, à un moment donné, il faut faire un choix. Mais par contre, si vous avez des vœux en attente, vous pouvez conserver les vœux en attente. Mais on va y venir. Est-ce que c'est... Alors, question... J'accepte une réponse. Alors là, on est exactement dans le cas de figure qu'on va venir. On est admis, liste d'attente, on va y venir. Les places sont-elles remises en jeu tous les jours ou bien qu'à partir du 6 dans votre cas? Les places vont être remises en jeu tous les jours. Dès le 2, parce qu'en fait, je suis élève, j'ai 20 propositions le 1er juin. Ok, c'est bon, dans mes 20 propositions, j'ai ma liste en tête. Le 1er juin, dans la journée, je dénonce 19 propositions, je valide celles que je veux. Pour moi, la procédure est finie. J'ai plus qu'à terminer de passer le baccalauréat et faire mon inscription administrative. Ça veut dire que le 1er au soir, j'aurais donné déjà 19 places à Parcoursup dans les différentes filières. Et là, toutes les nuits, à partir du 1er, Parcoursup va remettre ses places en jeu. Donc, si ça se trouve, le 2, mon rang qui était premier sur liste d'attente, bah, peut-être que finalement, je vais rentrer dans les propositions dès le lendemain de l'ouverture de Parcoursup. Donc là, ça va être un système continu pendant le mois de juin et une partie du mois de juillet. Alors, on va venir maintenant sur les types de réponses. Oula. Non. Oh, pardon, alors là, j'ai un petit... Non, c'est là. Voilà, on était là, on revient là-dessus. OK. Communication des réponses, on l'a fait, 1er juin. Voilà, très bien. Quels sont les types de réponses? Pour les formations sélectives, oui, vous faites partie de la liste des amis. Vous êtes les 100 premiers de notre liste et on avait 100 places, donc on vous fait une proposition d'admission. Deuxième, votre dossier a été jugé recevable, vous êtes classé, mais pour l'instant, vous ne faites pas partie des 100 premiers, 50 premiers, etc. Donc, vous êtes en liste d'attente et vous avez un rang de classement. Troisième possibilité, votre dossier a été analysé, mais il a été estimé finalement non recevable par l'équipe qui a classé, parce que peut-être une difficulté dans telle et telle discipline, etc., et auquel cas, la réponse sera négative. Donc, pour les formations sélectives, type classe préparatoire, BTS et compagnie, 3 possibilités de réponse. Oui, en attente du place, non.
Pour les formations non sélectives, type licence, oui, avec proposition d'admission, oui, si. Oui, on vous accepte si vous vous engagez à suivre des cours qu'on va vous proposer dans le cadre de renforcement dans la filière de licence demandée. On peut avoir effectivement des dossiers d'élèves qui, pour certaines filières de licence, vont par l'université être classés peut-être un petit peu juste parce que la formation d'origine et spécialité ne sont pas tout à fait celles demandées. Donc, l'université va dire, OK, on vous accepte, oui, si, vous vous engagez à suivre ces enseignements. Chacune des universités, chacune des filières fait ses propres propositions. Voilà l'aménagement qu'on vous propose, voilà les combinaisons que l'on vous propose, etc. Oui, en attente d'une place, on est dans le cas des filières qui sont contingentées. Et oui, si, on est là aussi en attente d'une place filière contingentée. Et on est sûr, si vous vous engagez à suivre une formation. À partir du moment où vous avez une proposition, oui, que ce soit sur une filière sélective ou sur une filière non sélective, Parcoursup va vous demander, dans le délai imparti, de garder cette proposition oui. Et si vous avez deux propositions oui, Parcoursup va vous obliger à dénoncer une des propositions oui. Exemple, oui, je suis pris en PCSI à Champollion, oui, je suis pris à PCSI à Berthollet. Et là, pour le coup, on est dans cette phase d'indécision. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'on a dit qu'il va falloir quand même arriver au mois de juin avec ce classement des vœux réalisé dans la tête par les élèves et les familles. C'est que là, entre ces deux propositions, il y a un choix à faire. Et le choix, on ne pourra pas le reporter plus tard. Il faudra le faire quand on a deux propositions positives, ce qui paraît assez logique. Bon, bien évidemment, dans notre cas, vous l'aurez compris, on abandonne Champollion. Voilà. Plusieurs possibilités de réponse. Alors, on va essayer de les passer en revue dès que je retrouve ma souris, de manière à ce que ce soit plus clair. OK. Plusieurs propositions d'admission et des propositions en attente. J'ai été reçu dans telle formation, dans telle formation, dans telle formation, et je suis en position d'attente dans telle autre, dans telle autre, dans telle autre. Bon. Déjà, dans les 2, 3, 4 propositions, il va falloir que j'en abandonne, enfin que j'en garde qu'une. Ensuite, dans les propositions, je suis en attente. Finalement, si c'était des vœux qui pour moi étaient supérieurs, je vais pouvoir les conserver en attente. Exemple, je suis pris à Champollion, mais pas encore à Berthollet, je suis en attente. Je préfère Berthollet. Ah oui, c'est normal, c'est logique. Donc, Champollion, je vais dire, OK, j'accepte votre proposition, mais c'est ma sécurité. Mais par contre, je vais garder ma position en attente pour Berthollet, en attendant de voir si je remonte dans le classement. Et ce qui peut arriver quasiment pendant tout l'été. En général, 90%, voire 95%, des mouvements se font avant le 10 juillet. Après le 10 juillet, on a encore quelques mouvements, mais là, on est quand même sur des mouvements un peu plus à la marge. Mais effectivement, on peut avoir des mouvements assez importants, vous l'avez vu, dans les 15 premiers jours de Parcoursup. Donc, entre le 1er et le 15 juin, on peut avoir des mouvements. Donc, si j'ai plusieurs propositions d'admission et des vœux en attente, si mes vœux en attente sont supérieurs dans mes souhaits à la proposition ou les propositions que j'ai eues, OK, je peux garder une proposition en sécurité et j'attends en attente. Par contre, stratégiquement, ce qu'on évite, ce qu'on demande d'éviter, c'est de supprimer toutes les propositions qui ont été faites. Exemple, je supprime toutes les propositions, je garde que des vœux en attente, et malheureusement, voilà, ces vœux en attente ne se transforment jamais en proposition. Là, pour le coup, il n'y a pas de proposition. Alors qu'on en avait au départ. Donc, à partir du moment où on a une proposition, ce qu'on conseille toujours aux élèves, c'est OK, vous avez une proposition, ou plusieurs, vous en choisissez une, n'importe. Après tout, c'est quand même un choix que vous avez fait, puisque c'est des vœux que vous avez fait. Même si ce n'est pas votre premier vœu, on vous propose une place, vous la gardez. Gardez les autres en attente, mais au moins celle-ci, vous avez un vœu de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec les vœux en attente. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. Si vous choisissez de maintenir des vœux en attente, donc de rang, il faudra l'indiquer. S'il ne fait rien à ne pas avoir accepté, ça suppose qu'il supprime les vœux en attente. Un élève qui dit « Ok, j'accepte cette proposition, les vœux en attente, je ne sais pas trop, j'hésite. » Si on dépasse la date de délai,
Parcoursup va considérer que comme vous n'avez pas confirmé les vœux en attente, ben, vous ne voulez plus ces vœux en attente. Et auquel cas, elle va les supprimer. D'accord? Donc, même si on a des vœux en attente et qu'on veut les garder en attente, il faudra confirmer ces vœux en attente. Ça vous sera expliqué au fur et à mesure. On vous explique la procédure, comme ça vous parlera après. Mais à chaque fois, Parcoursup va vous demander, OK, vous voulez supprimer les vœux en attente ou pas, etc. Mais si vous ne le faites pas, par oubli ou autre, sachez qu'ils seront supprimés automatiquement. Et là encore, il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. À partir du moment où vous avez accepté un vœu et que finalement ce vœu que vous avez accepté vous convient parfaitement, c'est ce que vous aimeriez, c'est ce que vous avez prévu. OK, très bien. À partir de ce moment-là, pour vous, la procédure Parcoursup, elle est finie. J'ai accepté ma proposition en PCSI à Berthollet, c'était mon premier vœu. Parfait. J'ai stabilisé, j'ai supprimé les autres vœux en attente. Pour moi, la Parcoursup est finie, je n'ai plus qu'à procéder à mon inscription administrative, qui se déroulera généralement début juillet. Mais ça veut dire que le 2, 3, 4 juin, pour certains étudiants, avant d'avoir terminé les épreuves de baccalauréat, bien évidemment, ils auront déjà leur place réservée en formation post-bac. Ensuite, il faudra confirmer cette place avec les résultats du baccalauréat. Bien évidemment, si un élève n'a pas le baccalauréat au mois de juillet, la place va tomber. Mais si tout se passe bien avec le baccalauréat, du coup, ça ne sera finalement qu'une clé d'entrée. Voilà un petit peu sur cette première possibilité. Une seule proposition et des vœux en attente. Vous pouvez, ce qu'on a dit, vous accepter la proposition, au moins ça vous fait une possibilité. Vous pouvez aussi y renoncer pour ne garder que les vœux en attente, mais là c'est un petit peu risqué. Vous maintenez les vœux en attente, vous l'indiquez sur Parcoursup. S'il ne fait rien, s'il ne maintient pas ces vœux en attente en le signifiant à Parcoursup, ils seront supprimés, etc. On est sur le même principe qu'avant. Troisième possibilité, vous n'avez que des réponses en attente. Là, effectivement, systématiquement dans les classements, vous êtes classé dans un rang qui est supérieur aux premières propositions faites. Des places vont se libérer, c'est ce qu'on a évoqué. Là encore, vous gardez ces vœux en attente. Nous, ce que l'on conseille, c'est de garder tous les vœux en attente jusqu'au moment où il y a une place qui se libère. Si à un moment donné, vous avez des vœux qui sont en attente, que vous ne confirmez pas pour les dire « Ok, je les maintiens en attente », ils vont être supprimés. Il n'y aura pas de retour arrière possible. Dernière possibilité, alors là, un élève qui fait uniquement des vœux sur des formations sélectives. Uniquement des vœux sur des formations sélectives. Et malheureusement, dans les formations sélectives demandées, le dossier n'est pas classé. Là, pour le coup, il n'y aura aucune proposition. Aucune. Alors ensuite, il aura la possibilité de se mettre sur ce qu'on appelle la phase complémentaire. La phase complémentaire, elle va commencer assez rapidement, aux alentours du 15 juin. Cette phase complémentaire va reproposer des places qui auront été vacantes, qui resteront vacantes sur Parcoursup, va reproposer des séries de places. Je prends un exemple, une formation propose 90 places sur Parcoursup. Finalement, le 15 juin, il n'y a que 60 élèves qui ont confirmé une inscription, il n'y a plus personne en liste d'attente. Ben, ça veut dire que cette formation a toujours 30 places disponibles, il n'y a plus d'attente, il n'y a rien. Donc, à partir du 15 juin, Parcoursup va redonner des places sur des formations vacantes. Et là, pour le coup, les élèves qui sont dans la procédure complémentaire vont pouvoir candidater sur ces places. Donc là, on va pouvoir faire des ouvertures de nouveaux vœux. Attention, on sera nettement moins maître des vœux. Pour reprendre tout à l'heure les prépas de type Louis le Grand, Henri IV, autant vous dire que Louis le Grand, Henri IV, il n'y aura pas de place. Clairement. Donc, les places qui vont rester dans des formations, c'est dans des formations qui ne font pas forcément partie des premiers vœux d'élèves, mais ce sera cette possibilité. Pour éviter ça, c'est pour ça que l'on conseille toujours aux élèves de ne pas faire que des vœux sur des formations sélectives, mais de mettre au moins un vœu sur une formation non sélective de l'académie. Vous faites un vœu sur une licence de l'académie de Grenoble, vous serez pris en licence à l'académie de Grenoble. Au moins, vous aurez quelque chose. Si on ne fait que des vœux sur des formations sélectives, on prend à un moment donné un risque. Et là, pour le coup, on ne pourra pas modifier les classements. Alors,
Il va y avoir une option, bon personnellement, je n'y souscris pas tellement, qui vont vous laisser la possibilité, on appelle ça le répondeur automatique. À partir du moment où vous avez des vœux en attente, là, dans ce cas, vous allez avoir la possibilité d'indiquer à Parcoursup, OK, mes vœux en attente, je vais les classer, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et finalement, tu vas gérer à ma place. Si tu as une proposition sur un vœu qui est supérieur à un vœu inférieur, dans ce cas, tu vas m'enlever automatiquement les vœux inférieurs et tu ne laisseras que les supérieurs. Bon, une possibilité, ça évite d'aller sur Parcoursup. Personnellement, je la déconseille parce que si jamais on fait une erreur de classement dans ce répondeur automatique, passez-moi l'expression, il est bête et méchant. Hein. Il va appliquer la règle qu'on va lui donner. Donc si on fait une inversion et que le répondeur automatique va suivre l'inversion et que vous apercevez après que le répondeur automatique vous a enlevé un vœu que finalement vous aviez préféré, là, pareil, il n'y aura pas de retour arrière. Donc c'est une possibilité, ça existe. Bon, je ne souscris pas particulièrement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces éléments? Ou est-ce que c'est clair? Je n'ai pas de questions à distance. Je ne sais pas, je pense que 108 personnes, je pense que les gens entendent toujours à distance. Oui. Une question pour les licences, parce que vous dites qu'elles ne sont pas sélectives, mais il y a quand même un nombre de places limitées. Donc c'est pas du tout, En règle générale, ils arrivent toujours à absorber dans les licences non sélectives. Même si dans un premier temps, attention. Vous n'arrivez pas sur Parcoursup à avoir sélectif, non sélectif. C'est toujours marqué. C'est toujours marqué. Si c'est du sélectif, il y aura un nombre de places. Si c'est du non sélectif, il n'y aura pas le nombre de places. En règle générale, sur les voies de licence s'adaptent par rapport à la demande. Souvent, au départ, et c'est pour ça, au départ, vous pourriez voir voie de licence, je sais pas moi, une licence sciences, 1500 places, UGA, licence mathématiques à Grenoble. Est-ce qu'il va y avoir vraiment 1500 candidats, enfin 1500 étudiants présents? Non. C'est leur capacité d'accueil et surtout, vous avez des étudiants qui vont candidater sur des classes préparatoires scientifiques, sur des écoles d'ingénierie, etc., et qui, par vœu de repli, auront fait licence mathématiques. Donc, ça va augmenter le nombre de candidatures. In fine, il ne restera effectivement d'inscrits à la fin de la procédure, peut-être que 150 ou 200, donc dans la capacité d'accueil. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur ces filières non sélectives universitaires, on le sait, le nombre de dossiers admis in fine correspond effectivement au nombre de candidats. C'est pour ça qu'on appelle ça les filières non sélectives. Ce sont les vœux, effectivement. Soit ça peut être un vœu, alors je dis, attention, qu'on soit bien d'accord, hein, je n'ai aucune hiérarchie entre sélectif, non sélectif, université et autres. Hein. Vous avez des élèves qui veulent aller à l'université parce que ce sont des études de licence qui sont intéressantes pour amener à différents domaines, etc. Donc ça peut être un premier vœu, bien évidemment, de faire un vœu de licence. Hein. Il n'y a aucune hiérarchie par rapport à ça. Simplement, là où j'attire l'attention, c'est si on ne fait que des vœux sur des formations sélectives, quelque part on prend un risque qu'on n'ait pas de place proposée. D'accord ? Alors, les formations sélectives. Alors, je prends en route que sont les formations sélectives, non sélectives, plutôt formation universitaire, mais ça, vous les voyez. Les demandes de licence, alors oui, les demandes de licence deviennent pourtant sélectives dans le cas où elles seraient de demande hors académie. Là, on rentre dans ce que l'on a dit tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes hors académie et que vous rentrez dans un quota de 15%, par exemple sur une université de Lyon en venant d'Annecy, oui, là, pour le coup, ça devient sélectif. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de non sélective en vœu de repli, c'est licence dans des universités de l'Académie de Grenoble, c'est-à-dire l'USMD et l'UGA. Là, pour le coup, vous faites partie, normalement, des élèves acceptés à l'intérieur de ces filières. Oui. Quand un élève a une proposition et des choix en attente, oui. Il garde sa proposition, il garde ses choix en attente. Il peut, après, il a un de ses choix en attente qu'il préfère, il abandonne la proposition, c'est tout à fait il prend ça. son choix en attente. Il peut le faire combien de fois, ça? Tant qu'il a des choix en attente. Jusqu'à un certain moment. Et ça, le moment, c'est vous qui allez décider. Je m'explique. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez arriver aux alentours du 10 juillet avec une proposition acceptée et encore 2 propositions en attente. À vous de voir. Est-ce que le rang d'attente, c'est là où l'importance de regarder sur les statistiques de l'année antérieure, vous avez 2 propositions en attente pour lesquelles les rangs d'attente sont 800e.
L'année précédente, le dernier intégré était 6 centièmes. Bon, on continue à mettre en attente ou pas? Sachant qu'on est à 200 places au-dessus de celui qui a été intégré l'année dernière. Peut-être que ça passera, hein, on ne sait pas. Mais clairement, 3 jours avant la fermeture, il n'y a pas de choix. voilà, clairement, on n'est pas tout à fait dans la perspective que je suis 500e, l'année dernière, c'est monté jusqu'à 800. Là, on peut se dire, OK, raisonnablement, on peut avoir encore un petit peu de mouvement. Mais voilà, mais là, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. On peut laisser ensuite, pendant tout l'été, ces procédures en attente, hein. Alors ensuite, chacun des établissements du supérieur va décider de sa politique, en gros, pendant la période estivale. En gros, 15 juillet, 15 août. Vous avez des établissements du supérieur qui disent, OK, nous, 15 juillet, 15 août, on fiche les places. Donc, il n'y a pas de mouvement en ce qui nous concerne. Vous avez d'autres établissements qui disent, nous, on laisse ouvert les modifications. Et donc, vous pouvez avoir une proposition alors que vous êtes sur la plage ou à la montagne le 1er août. Et là, on vous dit, OK, vous avez une proposition, vous avez 2 jours pour répondre. J'ai plus de réseau. Voilà, c'est des stratégies des familles. Là, pour le coup, chaque famille va gérer. Vous avez des familles qui préfèrent à un moment donné stabiliser les choses aux alentours du 15 juillet parce qu'il y aura peut-être des recherches de logement, etc., etc. Mais là, c'est vraiment très, très personnel sur la stratégie. Mais par contre, on peut laisser continuer quasiment jusqu'à la rentrée, hein. Nous, on a accueilli en classe préparatoire sur des démissions de dernière minute avec des départs à l'étranger. On a accueilli parfois un étudiant ou une étudiante qu'on appelait 2 jours avant la rentrée. En disant, voilà, il y a une place qui vient de se libérer. On a eu un départ à l'étranger, une place vient de se libérer. Vous prenez ou pas? Est-ce qu'il y a un groupe de soutien pour les parents pendant les vacances? Parce que là. Oui, madame. Ah non, mais j'imagine très bien. Vous savez, je suis passé par là. Je suis passé par là il y a quelques années. Hein, les enfants sont quand même pas si vieux que ça. Et en plus, j'étais à l'époque où on était sur APB. C'est-à-dire, on classait les vœux avant. Et là, je m'autant vous dire que quand on classait les vœux avant, et qu'en plus sur APB, il n'y avait pas tous les jours des places remises en cause, mais il y avait uniquement 3 périodes de résultats, voilà, les sueurs froides, on en avait. Oui, mesdames et messieurs les parents, bienvenue dans le merveilleux monde de l'intégration du supérieur, qui, de toute façon, de tout le temps, a été pareil. Hein. Avant qu'il y ait Parcoursup, les enfants allaient passer des concours à droite et à gauche. Certains concours rendaient les résultats le 10 juillet, d'autres le 15 juin, et d'autres le 25 juillet. Et parfois, vous avez des résultats qui vous tombaient le 5 juin, et il fallait répondre le 30 juin, alors que vous attendiez des résultats d'une autre école le 10 juillet. Comment je fais? C'était ça. Hein. Avant qu'il y ait mis en place APB en 2009, chaque établissement faisait vraiment à sa sauce. Il n'y avait aucune uniformisation. Voilà. Donc oui, c'est une période qui est effectivement une période de changement. C'est une période qui est une période de choix. Ça, c'est évident. Faire des choix, faire du changement, oui, ce n'est pas une période qui est simple à gérer. Donc, est-ce que vous avez un groupe de soutien pour les parents? Je ne sais pas. On essaye de vous donner le maximum d'informations, d'être à votre écoute, mais on peut difficilement faire plus. Non, mais on a bien conscience que c'est pour ça aussi qu'on fait ce type de réunion, pour vous donner le maximum d'informations par rapport à ça, de manière à ce que vous soyez le plus alerté. Alors, il y aura quand même quelques petites phases. Si vous avez accepté un vœu avant le 10 juillet, si c'est dans un établissement de type éducation nationale ou enseignement du supérieur pour les établissements scolaires, donc tout ce qui est CPGE, BTS, on va vous demander quand même de faire une inscription avant le 13 juillet. Pourquoi? Parce que ça permet quand même aux établissements scolaires de commencer à stabiliser les listes. Même si vous pouvez continuer à avoir des vœux en attente. L'inscription ne sera pas forcément définitive. Nous, on a parfois des inscriptions qui nous arrivent le 13 juillet avec des candidats qui finalement démissionnent mi-août parce qu'ils ont reçu une autre place ailleurs, etc. Mais on va demander quand même de faire cette inscription administrative. Pour les autres établissements, donc autres que les établissements scolaires, ces inscriptions vont être repoussées jusqu'au 29 juillet. Si un vœu est accepté, vous voyez bien, entre le 11 juillet et le 20 août, là, pour le coup, on va vous demander de répondre sur Parcoursup, mais on ne va pas vous demander le 3 août, 4 août, 5 août de faire une inscription administrative. Tout est déporté un petit peu dans le temps. On va vous demander quand même au retour de la période estivale, le 25 août, même si vous avez accepté une réponse le 3 août ou le 4 août, on repoussera un petit peu l'inscription administrative de manière à vous laisser le temps d'organiser un petit peu les éléments. Par contre, attention à ne pas s'inscrire dans les temps et les modalités, peut être considéré comme une démission. Donc là aussi, quand vous allez recevoir ces propositions,
On va vous donner les éléments avec les délais d'inscription et les procédures d'inscription. Ce sont effectivement des éléments parce que on peut avoir un élève qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, accepte une formation Parcoursup, parallèlement, 3 jours après, reçoit une proposition de formation hors Parcoursup et va laisser traîner son inscription Parcoursup, va encore bloquer une place. Donc Parcoursup est toujours là pour essayer de dire, bon, vous êtes sûr, vous maintenez, etc., pour libérer des places si jamais elles peuvent être libérées. Voilà donc sur cette partie-là, on a presque fini. Toc, toc, toc. Ah oui, si l'étudiant s'inscrit dans un établissement proposant une formation, voilà, il doit obligatoirement télécharger une attestation de désinscription. Alors malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire. Je m'explique. Nous, Berthollet, par exemple, on a fait le choix de laisser la possibilité, durant la période estivale, de faire des propositions. Très bien. Sauf que des fois, on se retrouve avec des éléments où on ne sait pas du tout où est passé l'élève. Il confirme, il ne confirme pas. Et comme vous êtes avec des places en classe préparatoire et qui plus est un élève qui est sur une classe à l'internat, voilà, on sait qu'on en a d'autres qui attendent derrière. Donc à partir du moment où un élève part sur une formation hors Parcoursup, Parcoursup demande dans la mesure du possible, ok, je vous dis bien à Parcoursup, c'est bon, je démissionne de Parcoursup, libérez ma place. Au moins pour les établissements du supérieur qui sont en attente et surtout pour les camarades qui sont en liste d'attente sur ces mêmes places, ben, ça permet de libérer la place. Donc là, c'est une petite procédure Parcoursup, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même bien de le faire. Informations sur le site internet, et j'en ai fini. Donc, informations regroupées sur le site internet du lycée. Donc, sur le site internet du lycée, orientation, il va y avoir un article Parcoursup. On avait laissé jusqu'à aujourd'hui l'article de l'année dernière avec les éléments de l'année dernière. On l'a mis en veille jusqu'à vendredi. Vendredi, on le réactivera avec la présentation que vous avez faite ce soir et puis les différents liens que vous avez. Mais généralement, vous les avez déjà, M. Maillot a déjà envoyé quand même de nombreux liens. L'alternance est-elle possible sur Parcoursup? Oui, l'alternance est disponible sur Parcoursup. On a dit 10 vœux avec alternance, 10 vœux sans alternance. Je crois qu'on a à peu près répondu aux questions. Monsieur M, professeur de physique en 2e année, classe préparatoire PC, est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce que nous venons d'évoquer? Absolument rien. Très bien. Bon. On attend, moi je suis juste responsable du classement. Je suis l'algorithme. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou est-ce qu'on a essayé? Alors je ne dirais pas de vous rassurer parce que j'ai bien compris que la tâche allait être ardue, mais au moins de vous informer par rapport à ça. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre participation. Ah, une question. Écoutez, merci pour les personnes qui sont à distance. Voilà, merci pour votre participation. Donc, je vais arrêter. Alors,